Et si votre pire cauchemar devenait votre plus grande bénédiction? Et si être vendu en mariage à un étranger de 30 ans votre aîné s'avérait être le plus beau cadeau du destin? Ceci est l'incroyable histoire vraie d'Emily Hanson. Une orpheline qui a découvert que l'amour nous trouve parfois dans les endroits les plus inattendus. Dites-moi dans les commentaires d'où regardez-vous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime. Car cette histoire va complètement changer votre façon de penser au destin et à l'amour. Emily Hanson se tenait devant le miroir fissuré de sa chambre mansardée exiguë, son reflet vacillant comme un fantôme dans la faible lumière du matin. À 19 ans, elle possédait une beauté éthérée qui semblait presque cruelle compte tenu de sa situation. Une peau pâle et luminescente qui captait la lumière comme des rayons de lune. Des yeux émeraudes expressifs qui contenaient des profondeurs de chagrin bien au-delà de son âge. Et des cheveux châtains soyeux qui tombaient en cascade sur ses épaules en vagues parfaites. « Emily, descends ici, tout de suite !» La voix de l'oncle Robert tonna d'en bas, chaque mot dégoulinant du mépris familier qui avait coloré sa vue au cours des 4 dernières. 0 100 000 0 100. Elle pressa ses paumes contre le verre froid, se stabilisant. 4 ans depuis l'accident. 4 ans depuis que son monde s'était brisé en même temps que le pare-brise de la voiture de ses parents sur cette autoroute de Chicago détrempée par la pluie. 4 ans à se faire rappeler quotidiennement qu'elle n'était rien de plus qu'un fardeau indésirable dans la maison des Hanson. Le plancher grinça sous ses pieds nus alors qu'elle descendait l'escalier étroit. Tante Margaret était assise, voûtée sur la table de la cuisine, ses cheveux grisonnants tirés en insinuant ses verres, les doigts enroulés autour d'une tasse de café ébréchée comme une arme. Oncle Robert faisait les 100 pas près de la fenêtre, sa silhouette massive projetant de longues ombres sur le sol en linoléum. « Assis-toi » ordonna-t-il sans la regarder. Le cœur d'Emily martelait contre ses côtes. Quelque chose était différent aujourd'hui. L'air semblait chargé d'une électricité dangereuse, comme les instants avant qu'un orage n'éclate. « Nous avons pris une décision concernant ton avenir » commença tante Margaret, sa voix plate et professionnelle. « Tu as 19 ans maintenant, assez grande pour cesser d'être un poids pour ce foyer. »« Je travaille au restaurant tous les jours » murmura Emily, la confusion obscurcissant ses traits. « Je vous donne tout ce que je gagne. » Oncle Robert se retourna brusquement, ses yeux durs comme du silex. « Cette misère? Tu penses que ça couvre ce que tu nous as coûté? La nourriture, le logement, les vêtements que tu portes ?» La gorge d'Emily se serra. Elle savait que cette conversation se préparait depuis des mois. Elle le sentait dans les regards de plus en plus froids. L'exclusion délibérée des dîners de famille, la façon dont il parlait d'elle comme si elle n'était pas là. « Il y a un homme, continua tante Margaret, posant sa tasse avec une précision délibérée. Un homme très riche qui est prêt à nous débarrasser de toi. » Les mots frappèrent Emily comme de l'eau glacée. « Que voulez-vous dire? » Michael Thompson. Il possède la moitié de l'empire immobilier de Chicago. La voix de l'oncle Robert prit un ton respectueux. « Il vaut des milliards, et il a accepté de t'épouser. » Le monde d'Emily bascula. « M'épouser, mais je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais rencontré. »« Tu n'as pas besoin de le connaître. » Claqua tante Margaret. « Tu as besoin d'être reconnaissante. Un homme comme lui pourrait avoir n'importe quelle femme qu'il veut, et il t'a choisi. Considère ça comme le jour le plus chanceux de ta vie pathétique. »« Il a 49 ans, murmura Emily, le nombre tombant de ses lèvres comme une pierre dans une eau profonde. Le rire de l'oncle Robert fut dur et sans joie. « Et alors, tu crois qu'un gamin de 20 ans va te donner la sécurité que Thompson peut t'offrir? Tu crois que quelqu'un d'autre veut d'une fille sans parents qui n'a rien à son nom ?» Les mains d'Emily tremblaient sur ses genoux. « S'il vous plaît, je ne veux épouser personne. Je peux travailler plus d'heures, je peux. » « C'est déjà décidé. » La coupe à tante Margaret. « Le mariage est dans 3 jours. Les gens de Thompson seront ici demain pour venir te chercher et te préparer. » Les murs de la cuisine semblaient se refermer sur Emily. 3 jours, 72 heures avant qu'elle n'appartienne à un parfait inconnu. Un homme de 30 ans, son aîné. Un homme qu'elle n'avait jamais vu, à qui elle n'avait jamais parlé, qu'elle n'avait jamais choisi. Pourquoi? Le mot s'échappa à peine dans un souffle. L'expression de l'oncle Robert s'adoucit un instant, et Emily entrevit quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Puis son visage se durcit. Nouveau, parce que nous sommes noyés sous les dettes. Et Thompson paie assez pour résoudre tous nos problèmes, parce que tu es notre responsabilité. Et c'est ainsi que nous la gérons, parce que la vie n'est pas juste, Emily, et plus tôt tu la prendras, mieux ce sera. Emily se leva sur des jambes chancelantes, la pièce tournant autour d'elle comme un manège. « J'ai besoin d'air. Tu as besoin de commencer à accepter la réalité. » Cria tante Margaret derrière elle alors qu'Emily trébuchait vers la porte arrière. « Grandisane. Peu, ma fille, c'est ta chance d'avoir une vraie vie. » Dehors, Emily s'effondra sur la balancelle rouillée du porche, son corps secoué de sanglots silencieux. Le vent d'automne fouettait les branches nues des arbres,
emportant avec lui l'odeur des feuilles mortes et de l'hiver à venir. Elle resserra son mince cardigan autour de ses épaules et leva les yeux vers le ciel gris. 3 jours pour dire adieu à la seule vie qu'elle ait jamais connue. 3 jours avant de devenir la propriété d'un homme qui pouvait l'acheter et la vendre comme une transaction commerciale. 3 jours avant qu'Emily Hanson ne cesse d'exister, alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Emily ferma les yeux et murmura une prière à des parents qui ne pouvaient plus l'entendre. Aidez-moi à être assez forte pour ce qui s'en vient. Mais au fond de son cœur, elle se demandait si une quelconque force pourrait la préparer à Michael Thompson. Michael Thompson se tenait devant les baies vitrées de son bureau penthouse au 52e étage de la tour Thompson, sa silhouette imposante d'1,91 m se découpant sur la ligne d'horizon de Chicago, à 49 ans. Il inspirait le respect et la peur à parts égales dans le monde des affaires. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés. Son costume anjasec taillé à la perfection et ses yeux gris acier ne manquaient rien. Mais aujourd'hui, ses yeux contenaient une émotion rarement vue dans le monde de l'entreprise, l'incertitude. Monsieur, son assistant, David Chen, frappa doucement à la porte du bureau. Les papiers que vous avez demandés. Michael se tourna, son expression soigneusement neutre. Entrez. David s'approcha du bureau massif en acajou et posa un dossier en manille. À l'intérieur se trouvaient des photographies et des documents sur Emily Hanson, la fille qu'il était censé épouser dans 2 jours. Michael avait vu sa photo, bien sûr, l'avait étudiée pendant les négociations avec son oncle. Mais en la regardant maintenant, il sentit une oppression inattendue dans sa poitrine. Elle était belle, oui, mais c'était plus que cela. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une combinaison de vulnérabilité et de force tranquille, qui semblait traverser la photographie et toucher quelque chose de profond en lui. « Avez-vous reconsidéré votre décision, monsieur ?» demanda prudemment David. Il était le bras droit de Michael depuis 15 ans et l'une des rares personnes assez courageuses pour remettre en question ses décisions. Michael souleva la photographie d'Emily avec des doigts étonnamment doux. « Ce n'est qu'une enfant. »« David, elle a 19 ans, monsieur. Légalement une adulte. Légalement. »« Oui. » Michael reposa la photo et retourna à la fenêtre. « Mais quel genre d'homme suis-je pour épouser une fille assez jeune pour être ma fille ?» David resta silencieux. Il connaissait assez bien Michael pour reconnaître quand son patron était en pleine réflexion interne. « Sais-tu pourquoi j'ai accepté cet arrangement ?» demanda soudain Michael. « Je supposais que c'était pour des raisons commerciales. »« Monsieur, le portefeuille immobilier des Hanson pourrait. » « Non. » La voix de Michael était calme. « Cela n'a rien à voir avec les affaires. » Il se retourna vers David et un instant, le masque soigneusement construit glissa. David ne vit pas le redoutable titan des affaires, mais un homme seul approchant de la cinquantaine qui avait passé tant d'années à construire un empire qu'il en avait oublié de construire une vie. « Je suis en train de mourir, David. » Pas littéralement, ajouta rapidement Michael, voyant l'expression alarmée de David. Mais à l'intérieur, je me réveille chaque matin dans ce penthouse qui pourrait loger 20 familles. Je déjeune seul. Je vais à des réunions où les gens me disent ce qu'ils pensent que je veux entendre et je rentre chez moi dans le silence. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies et cela ne signifie rien. David n'avait jamais entendu Michael parler ainsi, en toutes ces années ensemble. Son patron n'avait jamais révélé une telle vulnérabilité. Quand Robert Hanson m'a approché au sujet de sa nièce, continua Michael, quelque chose en moi s'était agité pour la première fois depuis des années. Pas le désir d'argent ou de pouvoir, mais l'espoir que je pourrais peut-être avoir ce que d'autres hommes tiennent pour acquis. Une famille. Quelqu'un qui pourrait réellement me regretter si je ne rentrais pas à la maison. Mais, monsieur, elle ne vous connaît même pas. Elle est forcée de faire ça. La mâchoire de Michael se serra. Je sais. Et c'est ce qui fait de moi un monstre, n'est-ce pas? Je suis si désespéré de compagnie que je suis prêt à acheter une épouse. Vous pourriez tout annuler, suggéra doucement David. Michael resta silencieux un long moment, fixant la photographie d'Emily. Je pourrais. Mais qu'arrivera-t-il alors? Robert Hanson est noyé sous les dettes de jeu. Si je ne l'épouse pas, il la vendra à quelqu'un d'autre, au moins avec moi. Elle sera en sécurité. Elle sera protégée. Vous ne faites pas ça pour vous, réalisa David. Vous le faites pour la sauver. Le rire de Michael fut amer. Vraiment? Ou est-ce que je me dis ça pour me sentir mieux à propos de ce que je fais? Il prit un autre document du dossier, le rapport sur les antécédents d'Emily. Orpheline à 15 ans. Parents tués dans un accident de voiture, recueilli par des parents qui la voyaient clairement comme un fardeau, travaillant dans un restaurant pour subvenir à ses besoins. Malgré tout, elle avait maintenu d'excellentes notes au lycée et rêvait d'aller à l'université pour étudier la littérature. Elle voulait être enseignante, murmura Michael, lisant le rapport. Elle aime les livres. Elle fait du bénévolat à l'hôpital pour enfants local le week-end, lisant des histoires aux enfants malades. Le portrait qui émergeait était celui d'une jeune femme qui, malgré la tragédie et les difficultés,
avait conservé sa compassion et ses rêves. Michael sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. « Je vais ruiner sa vie, dit-il doucement. Ou vous pourriez la sauver, contra David. Monsieur, si je peux parler librement. » Michael hocha la tête. « Au cours des 15 années où j'ai travaillé pour vous, je vous ai vu passer d'un jeune entrepreneur déterminé au plus grand homme d'affaires de Chicago. Vous avez bâti un empire. Vous avez créé des milliers d'emplois. Vous avez donné des millions à des œuvres de charité. Mais vous ne vous êtes jamais autorisé à être heureux. C'est peut-être votre chance, aux dépens d'une jeune fille de 19 ans qui n'a pas le choix. Alors, donnez-lui le choix, dit simplement David. Épousez-la comme prévu. Mais indiquez clairement qu'elle peut partir quand elle le souhaite, sans condition. Donnez-lui la sécurité et la protection dont elle a besoin. Mais donnez-lui aussi la liberté de choisir son propre chemin. Michael fixa son assistant. Vous me suggérez de conclure un mariage avec une clause de sortie. Je vous suggère de lui montrer la même gentillesse que vous montrez à tout le monde de votre vie, juste, de manière plus personnelle. Michael retourna à son bureau et prit une dernière fois la photographie d'Emily. Demain, cette belle et innocente jeune fille deviendrait sa femme. La pensée le ravissait et le terrifiait. À la fois, doubler le paiement de son oncle, dit-il soudainement. Monsieur, quoique nous ayons convenu de payer à Robert Hanson, double-le, et créer un fonds fiducie pour Emily. Quelque chose auquel elle pourra accéder indépendamment. Si elle décide de partir, je veux qu'elle ait les moyens de recommencer sa vie où elle le choisira. David prit rapidement des notes. Autre chose, Michael resta silencieux un moment, puis découvrit ses fleurs préférées, ses livres préférés. Tout ce qui pourrait lui faciliter la tâche. Alors que David quittait le bureau, Michael resta à la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur la ville qu'il avait conquise. Demain, il rencontrerait la jeune fille qui pourrait enfin donner un sens à tout son succès, où il deviendra. Et pour toujours le méchant de son histoire. Emily se regarda dans le miroir à 3 faces de la boutique de mariage la plus exclusive de Chicago, ayant l'impression de regarder une étrangère. La robe de mariée était un chef-d'œuvre, soie ivoire qui coulait comme de l'eau, perles délicates qui captaient la lumière à chaque respiration, et un décolleté élégant sans être révélateur. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite spécialement pour son corps, ce qui, réalisa-t-elle avec un sursaut, était probablement le cas. Absolument stupéfiante s'extasia la propriétaire de la boutique. Une femme mince nommée Vivian, qui avait été engagée par les gens de M. Thompson pour s'assurer qu'Emily soit parfaite pour le mariage. Monsieur Thompson a un goût exquis. Le reflet d'Emily la regardait avec des yeux vides. C'est lui qui a choisi cette robe. Oui, ma chère. Il a été très précis sur ce qu'il voulait. Rien de trop révélateur. Rien de trop moderne. Une élégance classique, a-t-il dit. Quelque chose qui vous ferait ressembler à la princesse que vous êtes sur le point de devenir. Une princesse. Émilie faillit rire de l'absurdité. Les princesses des contes de fées choisissaient leur prince, elle n'était pas vendue à part des parents désespérés. Et les chaussures continuent à Vivian, s'agenouillant pour ajuster l'ourlet. Hauteur parfaite, Monsieur Thompson ne voulait pas que vous soyez mal à l'aise pendant la cérémonie. Malgré elle, Emily ressentit une lueur de surprise. Elle s'était attendue à ce qu'un qui achète une épouse se soucie peu de son confort. Mais chaque détail des préparatifs du mariage avait montré une prévenance inattendue. La robe était belle, mais modeste. La maquilleuse avait reçu pour instruction de rehausser sa beauté naturelle, pas de la transformer en quelqu'un d'autre. Même les fleurs, des roses blanches et du gypsophile, étaient exactement ce qu'elle aurait choisi elle-même si on lui avait demandé. Il y a plus, dit Vivian, sortant une petite boîte en velours, de la part de votre fiancé. Les mains d'Émilie tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait un collier délicat. Une seule perle sur une chaîne en or, simple, élégant et d'une manière ou d'une autre. Parfait pour la robe. La note à l'intérieur disait « J'espère que cela vous apportera du réconfort. Monsieur, il a un goût merveilleux, observa Vivian, et il vous adore déjà, c'est clair. » Emily voulait rire ou pleurer ou crier. Au lieu de cela, elle resta parfaitement immobile pendant que Vivian lui attachait le collier autour du cou. La perle était chaude contre sa peau, et elle se demanda brièvement ce que seraient les mains de Michael Thompson lorsqu'il la toucherait inévitablement. La pensée la fit frissonner. « Le trac d'avant-mariage ?» demanda gentiment Vivian. « Parfaitement normal. Ma chère, toutes les mariées se sentent dépassées. Est-ce que toutes les mariées rencontrent aussi leur futur mari pour la première fois à l'hôtel ?» demanda doucement Émilie. Les mains de Vivian s'immobilisèrent quand elle reprit la parole. Sa voix était plus douce. « Vous ne l'avez pas encore rencontré. » Émilie secoua la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Oh, ma chérie. » Vivian se plaça en face d'elle. J'ai travaillé avec Monsieur Thompson sur plusieurs événements. Quoi que vous imaginiez de lui, quelles que soient vos craintes, ce n'est pas un homme cruel. Exigeant, oui, puissant, absolument. Mais pas cruel. Il a 49 ans, murmura Émilie. Et vous en avez 19. Je sais ce que cela doit vous paraître.
La voix de Vivian était douce. Mais l'âge n'est qu'un chiffre, j'ai vu des couples avec des décennies d'écart qui étaient parfaitement heureux. Et des couples du même âge qui ne pouvaient pas se supporter. Émilie croisa le regard de Vivian dans le miroir. Et s'il attend de moi des choses que je ne peux pas donner, la compréhension se fit jour sur le visage de Vivian. Oh, ma chérie, n'as-tu jamais été avec un homme auparavant? Les joues d'Émilie prirent une teinte rouge vif, ce qui était une réponse suffisante. Les mains de Vivian se posèrent sur les épaules d'Émilie. Les serrant doucement, écoute-moi attentivement. Michael Thompson a une réputation dans cette ville. Et ce n'est pas pour être sans cœur avec les femmes, bien au contraire, en fait. Les rares relations dont j'ai entendu parler au fil des ans. Il est connu pour être un gentleman, patient, gentil, mais je ne suis pas quelqu'un qu'il a choisi de fréquenter. Dit Émilie. Je suis quelqu'un qui l'a acheté. Vivian resta silencieuse un moment. Pourquoi pensez-vous qu'il vous a choisi? Parce que mon oncle lui devait de l'argent? Non, ma chère. Pourquoi vous spécifiquement? Un homme comme Michael Thompson pourrait avoir n'importe quelle femme à Chicago. Des mondaines, des mannequins, des actrices. Des femmes qu'il épouserait volontiers pour son argent et son statut. Pourquoi pensez-vous qu'il a choisi une jeune fille de 19 ans qu'il n'avait jamais rencontrée? Emily s'était elle-même posé la question. Je ne sais pas. Peut-être dit prudemment Vivian qu'il est aussi seul que vous. Les mots frappèrent Émilie comme un coup physique. Seule. Oui. C'était exactement ce qu'elle était. Depuis 4 ans maintenant, depuis la mort de ses parents. Mais l'idée qu'un milliardaire puisse être seul semblait impossible. Les hommes comme lui ont tout dit Émilie. Tout sauf ce qui compte le plus. Répondit Vivian. L'amour, la famille. Quelqu'un qui se soucie d'eux pour qui ils sont. Pas pour ce qu'ils peuvent fournir. Émilie étudia de nouveau son reflet. La fille dans le miroir ressemblait à quelqu'un d'un magazine. Soignée, élégante, chère. Mais ses yeux contenaient toujours la peur de nain animal acculé. « Et si je le déçois » murmura-t-elle. « Et si vous ne le décevez pas » Contra Vivian. « Et si c'était exactement ce dont vous avez tous les deux besoin » alors qu'Émilie se changeait pour remettre ses vêtements de tous les jours. Elle ne pouvait se défaire des paroles de Vivian. Cette nuit-là, allongée pour la dernière fois dans son étroit lit mansardé. Elle fixa le plafond et essaya d'imaginer ce que demain apporterait. Dans 12 heures, elle remonterait l'allée de la cathédrale Sainte-Catherine. Dans 12 heures, elle promettrait d'aimer, d'honorer et d'obéir à un homme à qui elle n'avait jamais parlé. Dans 12 heures, Emily Hanson cesserait d'exister et Madame Michael Thompson naîtrait. Le collier de perles était posé sur sa table de nuit, captant le clair de lune de la fenêtre. Malgré tout, malgré sa terreur et son incertitude, il y avait quelque chose dans ce collier qui la faisait se sentir moins seule. Demain, elle rencontrerait l'homme qu'il avait choisi. Demain. Sa vraie vie commencerait. Elle priait juste d'être assez forte pour y survivre. Les portes de la cathédrale semblaient peser une tonne alors qu'Émilie se tenait devant elle. Son bras lié à celui de l'oncle Robert, à travers les panneaux de chêne. Elle pouvait entendre le doux murmure des voix et les notes délicates d'un quatuor à cordes. Son bouquet de roses blanches tremblait dans sa main libre. « Souviens-toi » marmonna l'oncle Robert à voix basse, ses doigts s'enfonçant dans son bras. « Souris et ne nous embarrasse pas. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver. » Émilie hocha la tête, engourdie. La gorge trop serrée pour parler, à travers le tissu transparent de son voile. Tout semblait lyrique et irréel. D'un moment à l'autre, elle rencontrerait l'homme qui possédait son avenir. Les portes s'ouvrirent et le souffle d'Émilie se coupa. La cathédrale Sainte-Catherine avait été transformée en quelque chose d'un conte de fées. Des centaines de roses blanches et de gypsophiles bordaient les bancs. Une douce lumière de bougies baignait tout d'une lueur dorée. Et le soleil de l'après-midi filtrant à travers les vitraux peignait des motifs arc-en-ciel sur le sol en pierre. Mais Milly remarqua à peine tout cela. Ses yeux étaient fixés sur la silhouette qui se tenait à l'hôtel. Michael Thompson ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Il était grand, oui, et impeccablement vêtu d'un costume bleu nuit qui soulignait ses larges épaules. Ses cheveux étaient argentés aux tempes, et ses traits étaient forts et aristocratiques, mais ce furent ses yeux qui la glacèrent sur place. Ce n'étaient pas les yeux froids et calculateurs d'un prédateur qu'elle attendait. Ils étaient chauds, gentils et remplis de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Était-ce de la nervosité? Alors que la musique s'intensifiait et qu'Emily commençait à remonter l'allée, elle regarda le visage de Michael se transformer. Son expression formelle fondit en quelque chose de plus doux, de plus vulnérable. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme s'il avait oublié de respirer, quand leurs regards se croisèrent sur toute la longueur de la cathédrale. Émilie ressentit une secousse électrique inattendue. Il était beau, d'une beauté dévastatrice, malgré la différence d'âge. Mais plus que cela, il avait l'air doux. Pas à pas, elle se rapprocha, son cœur martelant contre ses côtes. Elle pouvait le voir plus clairement maintenant. Le léger tremblement dans ses mains alors qu'il ajustait sa cravate.
La façon dont ses yeux ne quittaient jamais son visage, le petit sourire presque incertain qui jouait au coin de sa bouche, quand elle atteignit enfin l'hôtel. L'oncle Robert plaça sa main dans celle de Michael sans cérémonie et recula rapidement. Émilie se retrouva à quelques centimètres de l'homme qui serait son mari, levant les yeux vers des yeux de la couleur des nuages d'orage. « Bonjour, Émilie, dit doucement Michael. Sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Vous êtes absolument magnifique. » Sa main était chaude autour de la sienne. Son contact doux plutôt que possessif. Émilie s'était attendue à de la rudesse, de la domination, des revendications immédiates de propriété. Au lieu de cela, Michael tenait sa main comme si elle était faite de verre filé. « Merci, murmura-t-elle, surprise que sa voix fonctionne. » La cérémonie commença. Mais Émilie n'en entendit que très peu. Elle était trop concentrée sur l'homme à côté d'elle, essayant de concilier ses attentes avec la réalité. Michael répondit aux paroles du prêtre d'une voix claire et stable. Mais Émilie remarqua que son pouce traçait de petits cercles apaisants sur le dos de sa main. Essayait-il de la réconforter quand vint le moment des vœux? Michael se tourna pour lui faire face. Le prêtre lui tendit l'alliance. Un simple anneau de platine avec un unique diamant parfait. En la glissant à son doigt, ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Émilie, dit-il, sa voix portant clairement à travers la cathédrale, mais semblant d'une manière ou d'une autre intime et privée. Je promets de t'honorer, de te protéger et de m'assurer que tu ne manques jamais de rien. Je promets d'être patient, d'être gentil, et de mériter la confiance que tu choisiras peut-être un jour de m'accorder. » Les mots n'étaient pas des vœux traditionnels. Et Émilie réalisa avec un sursaut qu'il les avait écrits lui-même. C'était une promesse, oui, mais aussi une reconnaissance de leurs circonstances inhabituelles. Il promettait de mériter ça. Confiance, pas de l'exiger comme son droit. Quand ce fut au tour d'Émilie, elle se surprit à fixer les yeux de Michael et à prononcer des mots qu'elle n'avait pas prévus. « Je promets d'essayer, Michael, de donner une chance à ce mariage, de te voir pour qui tu es et non pour celui que je craignais que tu sois. » Quelque chose changea dans l'expression de Michael, du soulagement, de la gratitude, de l'espoir. « Vous pouvez embrasser la mariée, » annonça le prêtre. Le souffle d'Émilie se coupa. C'était le moment, celui qu'elle redoutait le plus. Elle ferma les yeux et attendit que Michael réclame ce qui était maintenant légalement à lui. Au lieu de cela, elle sentit la caresse à peine perceptible de ses lèvres sur son front. Quand elle ouvrit les yeux, surprise, Michael lui souriait avec une telle tendresse que ses genoux faillirent se dérober. « C'est tout pour l'instant, » murmura-t-il si bas qu'elle seule pouvait l'entendre. « Nous prendrons tout le reste aussi, lentement, que tu en auras besoin. » Alors qu'ils se tournaient pour faire face à leurs invités, l'esprit d'Émilie était en ébullition. Ce n'était pas le monstre qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas un homme qui prendrait ce qu'il voulait sans se soucier de ses sentiments. C'était quelqu'un qui semblait vraiment se soucier de son confort et de son consentement. La file de félicitations passa dans un flou de compliments et de vœux de bonheur de la part de personnes qu'Émilie ne reconnaissait pas. L'élite sociale de Chicago, des associés, des parents éloignés qui étaient soudainement devenus très intéressés à renouer avec les Hanson. Maintenant qu'Émilie s'était mariée dans l'argent, pendant tout ce temps, Michael resta près d'elle, sa main chaude et stable dans le creux de son bosse. Quand quelqu'un lui parlait, il l'incluait dans la conversation. Quand elle semblait dépassée, il redirigeait habilement l'attention sur lui-même. Quand un homme plus âgé fit une remarque sur la chance qu'avait Michael d'avoir une épouse si jeune, la voix de Michael prit une inflexion d'acier alors qu'il répondait « C'est moi qui ai de la chance. Émilie est remarquable. » À la réception, Michael la conduisit sur la piste de danse pour leur première danse en tant que mari et femme. Émilie n'avait jamais été tenue par un homme auparavant, et elle se tendit alors que ses bras l'encerclaient. Mais Michael la tenait respectueusement, une main sur sa taille, l'autre tenant sa main. Maintenant une distance convenable entre leurs corps. « Ça va ?» demanda-t-il doucement alors qu'ils dansaient au son de la musique. Émilie leva les yeux vers lui, cherchant sur son visage le moindre signe de tromperie ou de cruauté cachée. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » « À quoi vous attendiez-vous ? Quelqu'un qui me verrait comme une propriété, quelqu'un de froid et d'exigeant. » Et elle s'interrompit, incapable de finir. « Quelqu'un qui vous ferait du mal, » dit doucement Michael. Émilie hocha la tête, les joues brûlantes de honte. Les bras de Michael se resserrèrent autour d'elle, protecteurs. « Émilie, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, quoi qu'il arrive entre nous. Je ne vous ferai jamais, jamais de mal, ni physiquement, ni émotionnellement, si je peux l'éviter. Vous avez ma parole. » « Pourquoi ?» La question s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. « Pourquoi m'avez-vous choisi ? Vivian a dit que vous pourriez avoir n'importe quelle femme à Chicago. » Michael resta silencieux un moment, les yeux lointains. « Parce que, lui dit-il finalement, j'ai vu votre photo et j'ai reconnu quelque chose dans vos yeux, la même solitude que je vois dans mon miroir chaque matin. J'ai pensé, j'ai espéré que nous pourrions peut-être être moins seuls ensemble. » L'honnêteté dans sa voix serra la poitrine d'Émilie. «
Je suis seule, admit-elle. Moi aussi, répondit Michael. Mais peut-être que nous n'avons plus à l'être. Alors que la chanson se terminait et que d'autres couples les rejoignaient sur la piste de danse. Emily se dit que peut-être, juste peut-être, ce ne serait pas le cauchemar qu'elle avait imaginé. Peut-être que l'oncle Robert avait eu raison sur une chose. C'était peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Mais le vrai test viendrait ce soir, quand ils seraient seuls ensemble pour la première fois en tant que mari et femme. L'ascenseur du penthouse montait silencieusement vers le 50e étage. Chaque chiffre qui passait faisant battre le cœur d'Emily plus vite. Michael se tenait à côté d'elle, les mains jointes derrière le dos, son expression lisible. La réception de mariage s'était terminée il y a 1 heure. Et maintenant ils étaient seuls ensemble pour la première fois en tant que mari et femme. Emily lui dit doucement Michael alors que l'ascenseur approchait de leur étage. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune attente pour ce soir. Aucune. Emily se tourna pour le regarder, surprise par la douceur de sa voix. Que voulez-vous dire? Je veux dire que c'est votre maison maintenant. Et que vous devriez vous y sentir en sécurité, quoi qu'il arrive entre nous. Si jamais quelque chose arrive, ce sera entièrement votre choix. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler un rôle d'entrée stupéfiant avec des sols en marbre et des lustres en cristal. Michael posa légèrement sa main dans le bas du dos d'Emily, la guidant vers l'avant. Mais elle pouvait sentir l'hésitation dans son contact. « Bienvenue à la maison, Madame Thompson », dit-il doucement. Le penthouse était à couper le souffle. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ligne d'horizon de Chicago, scintillant d'1 million de lumières. Le mobilier était élégant mais confortable, le décor sophistiqué sans être froid. Des roses blanches fraîches, les préférées d'Emily, remplissaient des vases en cristal dans tout le salon. Vous vous êtes souvenu de roses, dit Emily en touchant l'une des fleurs parfaites. J'ai demandé à mon assistant de découvrir ce que vous aimiez. Ami Michael, je voulais que vous vous sentiez la bienvenue. Emily déambula dans l'espace, observant chaque détail. La cuisine était le rêve d'un chef. La salle à manger pouvait accueillir 12 personnes. Et le salon était plus grand que toute la maison de son oncle. Mais ce furent les petites attentions qui retinrent son attention. La pile de littérature classique sur la table basse. Tous des livres qu'elle avait mentionnés mais au lycée. Et le plaid doux drapé sur le canapé qui semblait parfait pour la lecture. La chambre d'amis est au bout de ce couloir, dit Michael, ouvrant une porte pour révéler une chambre magnifiquement aménagée avec sa propre salle de bain. J'ai pensé que vous préféreriez votre propre espace, du moins au début. Emily fixa la pièce. Elle était magnifique et un lit Quincy's avec des draps en coton égyptien. Un coin lecture près de la fenêtre, même un petit bureau si elle voulait écrire. C'est pour moi. Bien sûr, vous n'êtes pas une prisonnière ici, Emily, vous êtes ma femme. Et c'est votre maison. Vous devriez avoir tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise. Où dormirez-vous? Demanda-t-elle doucement. Michael fit un vague geste vers l'autre extrémité du penthouse. La chambre principale est par là. Mais s'il vous plaît, ne vous sentez aucune pression. Nous pouvons vivre comme des colocataires aussi longtemps que vous en aurez besoin. Emily s'assit sur le bord du lit. Sa robe de mariée s'étalant autour d'elle comme de la crème renversée. Les événements de la journée s'abattirent soudain sur elle. La cérémonie, la rencontre avec Michael, la prise de conscience qu'il n'était pas le monstre qu'elle craignait. Elle se mit à pleurer, non de peur cette fois, mais de soulagement et d'émotion écrasante. Michael apparut instantanément dans l'embrasure de la porte. L'inquiétude gravée sur ses traits. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je dit quelque chose? »« Non, » dit-elle rapidement en s'essuyant les yeux. « Vous n'avez été que gentil. C'est juste que j'avais si peur. Pendant des jours, j'ai imaginé les pires choses possibles et vous avez été humain, suggéra Michael avec un sourire contrit. Emily rit à travers ses larmes. Plus qu'humain. Vous avez été merveilleux. Michael entra dans la pièce, mais maintint une distance respectueuse. Je sais que cette situation n'est pas idéale. Je sais que vous n'avez pas choisi cela. Pas plus que vous n'avez choisi de perdre vos parents ou de vivre avec des parents qui ne vous appréciez pas. Mais j'espère qu'avec le temps, vous pourrez trouver un peu de bonheur ici. Puis-je vous demander quelque chose? Dit Emily en levant les yeux vers lui à travers ses cils. N'importe quoi. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié avant? Vous avez du succès, vous êtes beau. Gentil. Des femmes ont sûrement été intéressées? Michael s'appuya contre le cadre de la porte, son expression pensive. J'ai eu des rendez-vous. Bien sûr, mais les femmes qui s'intéressaient à moi étaient généralement intéressées par mon argent ou mon statut. Je ne pouvais jamais dire si elles se souciaient de Michael l'homme ou de Michael le condamné. Banque. Et vous pensez que je suis différente parce que j'ai été forcée? Je pense que vous êtes différente parce que vous n'avez d'autre choix que de me voir téléphone que je suis vraiment, dit Michael. Vous ne pouvez pas prétendre m'aimer pour mon argent parce que vous n'avez pas choisi d'être ici. Si jamais vous en venez à vous soucier de moi, ce sera à cause de qui je suis en tant que personne. Pas de ce que je peux fournir. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu auparavant. Emily réfléchit à cela.
C'est une façon de vivre bien solitaire. Très solitaire, acquiesça Michael. Et vous, pas de petit ami? Personne que vous ayez dû laisser derrière vous? Émilie secoua la tête. Je n'ai jamais eu le temps pour les rendez-vous entre l'école, le travail et mes démêlés avec ma tante et mon oncle, et après la mort de mes parents. Je ne pouvais tout simplement pas imaginer faire assez confiance à quelqu'un pour l'aimer, parce que l'amour fait mal quand on le perd, dit doucement Michael. Exactement. Émilie croisa son regard. Comment le savez-vous? Parce que j'ai aimé mes parents aussi. Ils sont morts quand j'avais 25 ans. Tous les deux. À 6 mois d'intervalle. Je me suis jeté dans la construction de mon entreprise après ça, en me disant que je n'avais besoin de personne d'autre. Mais bâtir un empire ne vous tient pas. Chaud la nuit, ils restèrent silencieux un moment, le poids d'une compréhension partagée s'installant entre eux. Émilie dit finalement Michael, je veux que vous sachiez que vous pouvez me faire confiance, non seulement pour votre sécurité, mais aussi avec votre cœur. Si jamais vous choisissez de le partager, je ne vous presserai pas, je ne vous mettrai pas la pression. Et je n'attendrai rien que vous ne soyez pas prêt à donner. Émilie se leva et s'approcha de lui, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, si près. Elle pouvait sentir son eau de Cologne, quelque chose de cher mais pas écrasant. Elle pouvait voir les paillettes bleues dans ses yeux gris, les légères rides à leur coin, qui parlaient d'un âme qui souriait souvent, malgré sa solitude. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle doucement. « Bien sûr. Pouvez-vous m'aider à enlever cette robe? Les boutons sont impossibles à atteindre. » Le souffle de Michael se coupa. « Émilie, je ne pense pas que... » « S'il vous plaît, dit-elle simplement. Je vous fais confiance. » Quelque chose changea dans l'expression de Michael. Lentement, prudemment. Il la retourna pour qu'elle lui tourne le dos. Ses doigts furent doux alors qu'il s'attaquait aux minuscules boutons de perruque qui couraient le long de son dos, chacun révélant une petite parcelle de peau pâle. Émilie pouvait sentir son souffle sur son cou, pouvait sentir la retenue contrôlée dans chaque mouvement. Quand le dernier bouton fut défait, Michael recula immédiatement. « Voilà, dit-il, la voix légèrement rauque. Bonne nuit, Émilie. » Michael l'appela-t-elle alors qu'il se tournait pour partir. « Oui, merci pour tout aujourd'hui. D'avoir été si doux avec moi. » Le sourire de Michael était doux et sincère. « Merci de m'avoir donné une chance d'être meilleur que ce à quoi vous vous attendiez. » Après son départ, Émilie enfila la nuisette en soie qui avait été laissée pour elle une autre attention délicate, car elle était modeste et belle plutôt que révélatrice. En se brossant les cheveux et en se préparant pour le lit, elle se surprit à penser à l'homme qui était maintenant son mari. Il avait tous les droits légaux d'exiger l'intimité d'elle, tous les droits de s'attendre à sa soumission et à sa gratitude. Au lieu de cela, il lui avait donné de l'espace, du respect et de manière plus surprenante, le début de l'espoir que ce mariage pourrait devenir quelque chose de réel. Alors qu'Émilie s'installait dans son nouveau lit, elle se demanda ce que ce serait de l'embrasser vraiment. La pensée aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela, elle la remplit d'une étrange chaleur. Peut-être, juste peut-être, commençait-elle à comprendre ce que Vivian voulait dire à propos des gens seuls qui se trouvaient. Émilie se réveilla à l'odeur du café et de quelque chose de délicieux qui cuisait dans la cuisine. Un instant, elle oublia où elle était, s'attendant à voir le plafond fissuré de sa chambre mansardée. Au lieu de cela, elle se retrouva entourée de luxe, draps en coton égyptien, oreillers en duvet, et la lumière du soleil filtrant à travers des baies vitrées qui offraient une vue imprenable sur le lac Michigan. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire, le mariage, Michael, la manière douce dont il avait déboutonné sa robe puis s'était immédiatement écartée, lui donnant de l'espace alors qu'il aurait pu prendre tellement plus. Émilie enfila le peignoir en soie qui avait été préparé pour elle et se dirige à pieds nus vers la cuisine. Elle y trouva Michael, debout devant la cuisinière, vêtu de manière décontractée d'un jean foncé et d'une chemise blanche boutonnée aux manches retroussées. Il paraissait plus jeune, moins intimidant que l'imposant homme d'affaires du mariage. « Bonjour, » dit-il en se retournant avec un sourire chaleureux. « J'espère que je ne t'ai pas réveillé. Je n'étais pas sûr de ce que tu aimais pour le petit déjeuner, alors j'ai fait un peu de tout. » Les lots de la cuisine étaient chargés de fruits frais, de croissants, d'œufs bénédicts et de ce qui semblait être des pancakes faits maison. Le café sentait divinement. « Bon, c'est toi qui as cuisiné tout ça ?» demanda Émilie, surprise. Michael gloussa, mais pas l'air si choqué. « Je vis seul depuis des années. J'ai dû apprendre à cuisiner ou survivre de plats à emporter. En plus, j'aime ça. C'est relaxant. » Émilie accepta la tasse de café qu'il lui offrit, inhalant l'arôme riche. « Je ne me serais pas attendu à ce qu'un milliardaire prépare son propre petit déjeuner. La plupart des gens ne s'y attendraient pas. Mais l'argent ne peut pas tout acheter, Émilie. Il ne peut pas acheter la satisfaction de créer quelque chose de ses propres mains, ou le plaisir de prendre soin de quelqu'un que tu... » Il s'interrompit, comme s'il s'était retenu avant d'en dire trop. « Quelqu'un que tu... » Quoi demanda doucement Émilie. Les yeux de Michael rencontrèrent les siens par-dessus l'îlot de cuisine. « Quelqu'un dont tu...
Commence à te soucier. La simple honnêteté de ces mots fit sauter un battement au cœur d'Emily. Nous nous connaissons à peine. C'est vrai, acquiesça Michael en commençant à servir la nourriture. Mais je sais que tu es assez courageuse pour faire du bénévolat dans un hôpital pour enfants. Malgré la perte de tes propres parents, je sais que tu as travaillé tous les jours pour contribuer à un foyer où tu n'étais pas désiré. Je sais que tu as remonté cette allée hier avec grâce et dignité, même si tu étais terrifié. Comment sais-tu tout ça? J'ai demandé à mes gens de découvrir tout ce qu'ils pouvaient sur toi avant le mariage. Ami Michael, j'espère que ça ne te contrarie pas. J'avais besoin de savoir qui tu étais, quel genre de personne je demandais à partager ma vie. Emily réfléchit à cela en acceptant l'assiette qu'il lui offrait. Qu'as-tu découvert d'autre? Que tu avais d'excellentes notes au lycée malgré tes 20 heures de travail par semaine. Que tu as économisé chaque centime que tu pouvais pour l'université. Même si ta tante et ton oncle prenaient la plupart de ton salaire. Que les enfants de l'hôpital te demandent spécifiquement. Parce que tu fais toutes les voix des personnages quand tu leur lises tes histoires. Tu as demandé à quelqu'un de me regarder lire aux enfants? Demanda Emily. Ne sachant pas si elle devait être touchée ou dérangée, j'ai demandé à quelqu'un de confirmer que tu étais exactement celle que j'espérais que tu sois. Dit doucement Michael, une bonne personne qui méritait mieux que la situation dans laquelle elle se trouvait. Ils prirent leur petit déjeuner dans un silence confortable pendant un moment. Emily s'émerveillant de la normalité de la situation. Elle s'était attendue à de la gêne, de la tension. Peut-être des exigences sur leur avenir commun. Au lieu de cela, Michael semblait content de simplement partager un repas avec elle. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda finalement Emily. « Comment ça? Je veux dire, que sommes-nous l'un pour l'autre? Comment ça marche ?» Michael posa sa fourchette et la regarda sérieusement. « Nous sommes mariés, Emily, légalement. Tu es ma femme et je suis ton mari. Mais au-delà de ça, nous pouvons être ce que nous choisissons d'être, des amis. Si c'est tout avec quoi tu es à l'aise, des partenaires. Si nous découvrons que nous fonctionnons bien ensemble, quelque chose de plus, si cela se développe naturellement. Et si ça ne se développe pas, si nous ne devenons jamais ce que tu espérais. » L'expression de Michael était patiente et gentille. « Alors nous serons deux personnes qui se sont traitées avec gentillesse et respect pendant tout le temps que nous serons ensemble. Il y a de pires façons de vivre. » Emily étudia son visage, cherchant le moindre signe de tromperie ou d'intention cachée. « Tu le penses vraiment, n'est-ce pas? » « Oui, Emily. Je vis seul depuis 24 ans. Je ne vais pas mourir de solitude si nous restons des colocataires platoniques. Mais j'espère que, avec le temps, nous pourrions devenir au moins des amis. J'aimerais ça, dit doucement Emily. Je n'ai jamais vraiment eu d'amis avant. Jamais. Emily secoua la tête. Déménager chez ma tante et mon oncle signifiait changer d'école. J'étais trop occupé à travailler pour me faire des amis au lycée. Et mes parents. Elle fit une pause, la gorge nouée. C'étaient mes meilleurs amis, après leur mort. Je me suis juste refermé. Michael tendit la main par-dessus la table et ouvrit la sienne. Je suis désolé. Je sais ce que c'est de perdre les personnes qui comptent le plus. Comment as-tu fait? Comment as-tu continué? Honnêtement, je me suis enterré dans le travail. J'ai bâti cet empire en partie pour honorer leur mémoire. Mais surtout pour éviter de faire face au deuil. Ce n'était pas sain, mais ça m'a permis de tenir. Emily retourna sa main paume vers le haut sous la sienne. Leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Penses-tu qu'il serait fier de toi? Le sourire de Michael était doux et un peu triste. Je l'espère. Je pense qu'il serait plus fier de l'homme que j'essaie de devenir que de celui que j'ai été. Quel genre d'homme as-tu été? Déterminé, prospère, mais aussi fermé. Je n'ai laissé personne s'approcher assez pour me connaître vraiment. Depuis des années, j'ai existé plutôt que vécu. Et quel genre d'homme veux-tu devenir? Le pouce de Michael traça ses jointures. Le contact en voyant une chaleur inattendue dans le bras d'Emily. Le genre qui mérite quelqu'un comme toi, patient, gentil, présent. Le genre qui construit une vie, pas seulement une entreprise. Emily sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Cet homme, qui pouvait avoir n'importe quelle femme à Chicago, qui aurait pu exiger n'importe quoi d'elle, lui disait qu'il voulait devenir digne d'elle. C'était si différent de ce à quoi elle s'attendait qu'elle se sentit désorientée. « Michael, dit-elle prudemment. Hier tu as dit que tu avais reconnu la solitude de mes yeux. Qu'as-tu vu d'autre? » Michael resta silencieux un long moment, ses yeux gris scrutant son visage. La force, dit-il finalement. La résilience, la beauté, évidemment, mais pas seulement la beauté physique. Il y avait quelque chose dans ton expression qui m'a fait penser, voici quelqu'un qui a été brisé. Mais pas vaincu, quelqu'un qui a encore de l'espoir malgré tout ce qu'elle a traversé. Je ne me sens pas très pleine d'espoir la plupart du temps, mais tu es là. Souligna Michael. Tu aurais pu t'enfuir avant le mariage. Tu aurais pu refuser de me parler hier. Au lieu de ça, tu es assis ici à prendre le petit déjeuner avec moi, à me tenir la main. À donner une chance à ce mariage.
C'est de l'espoir, Émilie. En regardant leurs mains jointes, Émilie réalisa qu'il avait raison, malgré ses craintes, malgré les circonstances inhabituelles. Quelque chose en elle était prudemment optimiste à propos de cet homme et de la vie qu'il lui offrait. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui demanda-t-elle. Ce que tu veux, dit Michael. J'ai pris la semaine de congé pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Je suppose, on pourrait explorer la ville, rester ici et parler. Faire du shopping pour tout ce dont tu as besoin. C'est toi qui choisis. Émilie sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. J'aimerais rester ici. Parler. Je veux en savoir plus sur l'homme que j'ai épousé. Le sourire de Michael en réponse fut éclatant. J'aimerais beaucoup ça, alors qu'ils débarrassaient ensemble les assiettes du petit déjeuner, se déplaçant l'un autour de l'autre dans la cuisine avec une aisance surprenante. Émilie se dit que peut-être cet arrangement ne serait pas une prison après tout. Peut-être que ce serait un sanctuaire, 3 semaines après leur mariage. Émilie et Michael s'étaient installés dans un rythme qui les surprenait tous les deux par sa naturalité. Leur journée était remplie de longues conversations, de repas partagés et d'un confort croissant en présence l'un de l'autre. Michael avait fait visiter Chicago à Émilie, l'emmenant dans des musées, des théâtres et des librairies qui faisaient briller ses yeux d'une joie sincère. En retour, Émilie avait commencé à entrevoir l'homme derrière la façade de l'entreprise, quelqu'un de doux, d'intelligent et désespérément avide de connexions authentiques. Mais ce soir-là semblait différent. Une tempête faisait rage à l'extérieur des fenêtres du penthouse et Émilie ne parvenait pas à dormir. Elle avait de nouveau rêvé de ses parents. Le cauchemar récurrent qui la tourmentait depuis leur mort. Elle était dans la voiture avec eux, pouvait voir l'autre véhicule approcher, pouvait sentir le moment de l'impact, mais était toujours impuissante à l'arrêter. Émilie se réveilla en sursaut avec un cri étranglé, le cœur battant à tout rompre et les larmes coulant sur son visage. La chambre d'Annie lui parut soudain trop petite, trop isolée. Sans réfléchir, elle sortit du lit et traversa pieds nus le penthouse assombri en direction du salon. Elle y trouva Michael, debout près des fenêtres dans un peignoir sombre, regardant la foudre illuminer le ciel. Il se tourna en entendant ses pas, et son expression changea immédiatement pour de l'inquiétude en voyant son visage baigné de larmes. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas ? Je suis désolée, murmura-t-elle en s'enlaçant les bras. Je ne voulais pas te déranger. C'est juste, j'ai encore fait ce rêve. Michael s'approcha d'elle sans hésiter. Le même, Émilie hocha la tête. Au cours des dernières semaines, ils avaient partagé des bribes de leur passé. Et elle lui avait parlé des cauchemars qui la hantaient depuis 4 ans. « Viens ici, dit doucement Michael, s'installant sur le grand canapé et ouvrant les bras. Émilie n'hésita qu'un instant avant de se blottir dans son étreinte. Il la tenait prudemment, une main lissant ses cheveux, tandis que l'autre frottait des cercles apaisants sur son dos. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps à travers son peignoir, sentir l'odeur propre de sa peau, et progressivement, sa respiration commença à ralentir. « Parle-moi de, dit doucement Michael, tes parents, pas de l'accident. Mais de qui ils étaient ?» Émilie pressa son visage contre sa poitrine, trouvant du réconfort dans le rythme régulier de son cœur. « Ma mère était enseignante à l'école primaire. Elle disait toujours que chaque enfant méritait de se sentir spécial. Et elle s'assurait qu'il le soit. Elle dépensait son propre argent pour les fournitures de la classe, restait tard pour aider les élèves en difficulté, assistait à toutes les pièces de théâtre et compétitions sportives de l'école. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'était, et mon père. Il était architecte. Il concevait des maisons, mais pas n'importe lesquelles. Il était spécialisé dans les conceptions accessibles pour les familles avec des enfants handicapés. Il disait que tout le monde méritait une maison adaptée à ses besoins. » La voix d'Émilie s'épaissit d'émotion. C'était de bonnes personnes. Michael, vraiment bonne. Et il s'aimait tellement. Les bras de Michael se resserrèrent autour d'elle. On dirait qu'il t'aimait beaucoup aussi. Oui, il me donnait l'impression que j'étais la chose la plus importante dans leur monde. Quand ils sont morts, la voix d'Émilie se brisa. C'est comme si tout l'amour de ma vie était mort avec eux. Mais ce n'est pas le cas, dit fermement Michael. Cet amour est toujours là. Émilie, il fait partie de qui tu es. Je le vois dans la façon dont tu interagis avec les gens, dans ta gentillesse et ta compassion. Tes parents sont peut-être partis, mais l'amour qu'ils t'ont donné continue de vivre. Émilie se recula pour le regarder, surprise par l'intensité de sa voix. « Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que je vois ce qu'ils ont créé, dit Michael, sa main venant lui caresser la joue. Ils ont élevé une femme qui fait du bénévolat auprès d'enfants malades malgré son propre traumatisme, qui a travaillé sans relâche pour soutenir des parents qui ne l'appréciaient pas, qui a été assez courageuse pour épouser un étranger parce qu'elle n'avait pas d'autre choix, mais assez gentille pour lui donner une chance de prouver qu'il n'était pas un monstre. » Michael, murmura Émilie en se penchant dans son contact. « Je vois une femme qui a traversé une perte inimaginable, mais qui a encore de la place dans son cœur pour l'espoir. »
Cela ne vient pas de nulle part, Émilie. Cela vient du fait d'avoir été aimée inconditionnellement pendant les 15 premières années de ta vie. Émilie sentit de nouvelles larmes monter à ses yeux. Mais celles-ci étaient différentes des larmes de chagrin auxquelles elle était habituée. C'étaient des larmes de reconnaissance, de guérison. De quelqu'un qui comprenait enfin la profondeur de sa perte et la force qu'il lui avait fallu pour y survivre. Il me manque tellement, murmura-t-elle. Je sais, et ils te manqueront toujours, mais Millie. Il ne voudrait pas que ta vie s'arrête avec la leur. Il voudrait que tu retrouves l'amour, que tu construises une famille, que tu sois heureuse. Et si je ne sais plus comment faire? Et si je suis trop brisé? Le pouce de Michael effaça ses larmes. Tu n'es pas brisé. Blessé, oui, en deuil. Absolument. Mais pas brisé. Sais-tu comment je le sais? Émilie secoua la tête. Parce qu'il y a 3 semaines. Une jeune fille terrifiée de 19 ans a épousé un étranger de 30 ans, son aîné. Et au lieu de se cacher dans sa chambre ou de me traiter comme l'ennemi, elle a choisi de me voir comme une personne. Elle a choisi de partager des repas avec moi. De me parler, de me laisser la tenir quand elle souffre. Ce n'est pas le comportement d'une personne brisée. Émilie, c'est le comportement de quelqu'un avec une capacité extraordinaire de guérison et de croissance. Émilie le fixa dans les yeux, y voyant quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Michael, est-ce que tu as des sentiments pour moi? De vrais sentiments? Michael resta silencieux un long moment, sa main toujours posée sur son visage. Oui, dit-il finalement. Oui, je suis en train de tomber amoureux de toi, Émilie. Pas de l'idée de toi, pas de ta beauté. Bien que tu sois à couper le souffle, je tombe amoureux de ta force, de ta gentillesse, de ta résilience. Je tombe amoureux de la femme qui fait des pancakes le samedi matin, qui se dispute avec moi à propos de livres et qui rit de mes blagues nulles. Le souffle d'Émilie se coupa. Michael, je sais que c'est trop tôt, continua-t-il rapidement. Je sais que notre situation est compliquée et non conventionnelle. Je ne te demande pas de ressentir la même chose. C'est juste que j'avais besoin que tu saches que ce n'est pas seulement de la gratitude ou de la solitude qui parle, ce que je ressens pour toi est réel. Émilie étudia son visage, y voyant la vulnérabilité, la peur qu'il en ait dit trop tôt. Mais elle vit aussi la vérité de ses paroles dans ses yeux. Je pense, dit-elle prudemment, que je pourrais être en train de tomber amoureuse de toi. Aussi, tu n'es pas celui que j'attendais, dit Émilie, sa main venant se poser sur sa poitrine. Quand j'imaginais mon mari, j'imaginais quelqu'un d'exigeant, de contrôlant, d'égoïste. Au lieu de ça, j'ai eu quelqu'un qui me prépare le petit déjeuner, qui écoute mes peurs, qui me tient quand j'ai des cauchemars et n'attend rien en retour. Émilie, dit Michael, la voix rauque d'émotion, j'ai eu quelqu'un qui voit le meilleur en moi, même quand je ne le vois pas moi-même. Continua-t-elle, quelqu'un qui me fait me sentir en sécurité, valorisé et chéri. Tu es chéri, dit férocement Michael. Plus que tu ne l'imagines. Émilie se pencha en avant jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. J'ai peur. Michael, je n'ai jamais ressenti ça pour personne avant. J'ai peur aussi, admit-il. Je n'ai jamais pensé que j'aurais cette chance. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un comme toi voudrait de quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi, plus âgé, ancré dans mes habitudes, abîmé par des années de vie sans véritable connexion. Émilie sourit doucement. Tu n'es pas abîmé, tu es juste, prudent, protecteur de ton cœur. Je comprends ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Michael. La réponse d'Émilie fut de combler la petite distance entre eux et de presser doucement ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut doux, hésitant. Mais il envoya une décharge électrique à travers eux deux. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient fort. Maintenant, dit Émilie, nous arrêtons d'avoir peur de ce que cela pourrait devenir et nous commençons à le laisser se produire naturellement. Le sourire de Michael était radieux. Je t'aime, Emily Thompson. Je t'aime aussi, Michael Thompson. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais à l'intérieur du penthouse, deux cœurs solitaires avaient enfin trouvé leur foyer l'un dans l'autre. 2 mois après leur mariage, Emily se réveilla pour trouver le côté du lit de Michael vide. Oui, le côté du lit. Ils partageaient la chambre principale depuis 1 mois. Bien que leur relation physique ait progressé lentement et doucement, toujours au rythme d'Emily, elle le trouva dans son bureau à domicile, penché sur son ordinateur portable alors qu'il était à peine l'aube. Des cernes sombres ombraient ses yeux, et ses cheveux étaient en désordre comme s'il y avait passé les mains. Michael, Emily s'approcha prudemment, reconnaissant les signes de sagesse qu'elle avait appris à lire en lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Il leva les yeux, son expression hagarde. Je suis désolé. Je t'ai réveillé? Non, mais tu aurais dû. Depuis combien de temps es-tu debout? Quelques heures. Michael se frotta le visage avec ses mains. Il y a un problème avec l'acquisition Morison. Si je ne gère pas ça correctement, cela pourrait coûter des milliers d'emplois. Emily se plaça derrière sa chaise et commença à masser ses épaules tendues, au cours des dernières
semaines, ils avaient appris les langages de l'amour de l'autre. Elle désirait l'affirmation verbale et le contact doux, tandis qu'il répondait aux actes de service et au réconfort physique. « Raconte-moi, dit-elle simplement. » Michael se pencha dans son contact. Une partie de la tension quittant son corps, Morrison Manufacturing est une entreprise familiale. Depuis 3 générations, ils ont des difficultés financières. Et je travaille à leur acquisition pour sauver l'entreprise et préserver les emplois. Mais le fils de Morrison veut vendre à un concurrent qui liquidera les actifs et fermera les usines. Combien de personnes perdraient leur emploi? 3000. Les mains d'Emily s'immobilisèrent. 3000 familles. Exactement. Et je n'arrive pas à faire fonctionner les chiffres. Je peux payer plus que le concurrent, mais Morrison se meurait de la vieille école. Il ne se fie pas aux raideurs d'entreprise et il me voit juste comme un autre requin. « En as-tu un » demanda doucement Emily. « Un requin, je veux dire. » Michael se tourna sur sa chaise pour lui faire face parfois, quand je dois l'être, mais pas avec. Ça. Il s'agit de préserver quelque chose de bien, quelque chose qui compte. Emily étudia son visage, y voyant la préoccupation sincère. C'était l'homme dont elle était tombée amoureuse. Quelqu'un qui avait bâti un empire mais se souciait encore du coût humain de ses décisions. Et si tu les rencontrais ensemble, Morrison et son fils? J'ai essayé. Le fils ne prend même plus mes appels. Et si tu n'y allais pas en tant que Michael Thompson, PDG milliardaire? Et si tu y allais en tant que Michael Thompson? L'homme qui se soucie des familles de travailleurs? Michael fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Emily se percha sur le bras de sa chaise. Tu m'as dit que ton père était ouvrier d'usine avant de lancer sa propre entreprise. Tu sais ce que c'est que de s'inquiéter des licenciements. De voir la sécurité de sa famille dépendre des décisions de quelqu'un d'autre. Et si tu partageais ça avec eux? Les affaires ne sont pas personnelles, Emily. Vraiment? Le défia-t-elle doucement. Pour Monsieur Morrison SR. Cette entreprise est l'héritage de son père et l'héritage de son fils. Pour ces 3000 travailleurs. C'est l'avenir de leurs enfants. Comment est-ce que ce n'est pas personnel? Michael resta silencieux un long moment. Considérant ces paroles, tu penses que je devrais montrer de la vulnérabilité? Je pense que tu devrais leur montrer qui tu es vraiment, pas le requin de l'entreprise, mais l'homme qui reste éveillé toute la nuit à s'inquiéter pour des gens qu'il n'a jamais rencontrés parce qu'il sait ce que c'est d'être impuissant. Un lent sourire se dessina sur les traits de Michael. Tu sais quoi? Tu as peut-être une idée. Bien sûr que j'en ai une, dit Emily avec une arrogance feinte. Je suis très sage. Michael rit, l'attirant sur ses genoux. Oui, tu l'es. Que suggères-tu d'autre, au sage? Emmène-moi avec toi. Quoi, Émilie, c'est une réunion d'affaires. Exactement. Et je ne suis pas seulement ta femme. Je suis quelqu'un qui comprend ce que c'est de tout perdre et de dépendre de la gentillesse des autres. Monsieur Morrison SR pourrait me voir comme la preuve que tu n'es pas seulement un homme d'affaires calculateur. Michael étudia son visage. Tu voudrais vraiment faire ça? Ça pourrait être inconfortable. Michael, je veux faire partie de ta vie, toute ta vie, le bon comme le difficile. Laisse-moi t'aider. 3 jours plus tard, Emily se retrouva assise en face de Rachel de Morrison et de son fils David dans une petite salle de conférence chez Morrison Manufacturing. L'atelier était visible à travers des fenêtres en verre. Et Emily pouvait voir les ouvriers vaquer à leurs tâches quotidiennes, ignorant que leur avenir était en jeu. « Monsieur Morrison, commença Michael, je veux vous remercier d'avoir accepté de nous rencontrer. » Rachel de Morrison était un homme d'une 70aine d'années. Avec des mains calleuses et des yeux perçants, il regarda Michael avec une méfiance non dissimulée. « Je ne suis ici que parce que votre femme a demandé gentiment. Mais je ne fais toujours pas confiance au type en costume. Je comprends, dit Michael, et je veux être honnête avec vous sur la raison pour laquelle cette acquisition m'importe. » Emily regarda Michael mettre de côté son attitude professionnelle habituelle et parler avec son cœur. Il leur parla de son père qui avait travaillé dans une usine pendant 20 ans avant d'économiser assez pour créer sa propre petite entreprise de construction, et il parla de l'incertitude dans laquelle sa famille avait vécu, ne sachant jamais si la prochaine vague de licenciements les inclurait. « Je ne suis pas ici pour démanteler votre entreprise, dit Michael. Je suis ici parce que je sais ce que vos travailleurs ressentent en ce moment. L'apport, l'incertitude quant à l'avenir de leurs enfants. Je veux préserver ce que votre famille a construit, pas le détruire. » David Morrison, qui était resté silencieux et hostile tout au long de la réunion, prit enfin la parole. « C'est facile à dire, mais comment savons-nous que vous le pensez? » Emily se pencha en avant. Parce qu'il est resté éveillé 3 nuits de suite à essayer de trouver comment faire fonctionner les choses sans licencier une seule personne. Parce qu'il a refusé une offre plus rentable le mois dernier. Parce que cela aurait signifié fermer une usine dans une petite ville qui n'aurait pas survécu à la perte. Les yeux de Rachel Morrison se tournèrent vers Emily. « Et vous êtes quelqu'un qui sait ce que c'est de tout perdre? » Dit simplement Emily, quelqu'un qui a appris à reconnaître quand les actions d'une personne correspondent à ses paroles. « Ma femme a un bon instinct pour les gens, » ajouta Michael.
Elle a vu au-delà de ma réputation pour voir qui j'étais vraiment. Peut-être pourriez-vous faire de même. La réunion se poursuivit pendant 2 heures de plus. Michael présentant ses plans pour moderniser l'usine tout en préservant les emplois. Son engagement à garder le nom Morison sur le bâtiment, et son intention de promouvoir en interne plutôt que de faire appel à une direction extérieure. Finalement, Rachel Morison regarda son fils. « Qu'en penses-tu, David ?» David resta silencieux un long moment. « Je pense que c'est différent de ce que les autres acheteurs ont proposé. Ils voulaient acheter nos actifs. Monsieur Thompson veut acheter notre avenir. Est-ce un oui ?» demanda prudemment Michael. Rachel Morison sourit pour la première fois de la journée. « C'est un oui. Mais j'ai une condition. Dites-la. Je veux que votre femme soit impliquée dans la transition. Quelqu'un doit s'assurer que vous tenez vos promesses et je lui fais confiance pour me dire la vérité. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Monsieur Morison, je ne connais rien aux affaires. Vous connaissez les gens, dit fermement Rachel. Et c'est ce qui compte le plus. » Ce soir-là, de retour dans leur penthouse, Émilie et Michael célébrèrent avec du champagne et des plats chinois à emporter. « Je n'arrive pas à croire que ça a marché, » dit Michael en serrant Émilie contre lui sur le canapé. « Je n'arrive pas à croire que tu les aies convaincus de me faire confiance. »« Je ne les ai convaincus de rien, » dit Émilie. « Je les ai juste aidés à voir ce que je vois. Un homme qui se soucie plus de faire ce qui est juste que de faire ce qui est facile. » Michael resta silencieux un moment. « Émilie, Rachel avait raison sur quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un pour me garder honnête. Pour me rappeler pourquoi je fais ça. Voudrais-tu envisager d'être plus impliqué dans l'entreprise? Tu veux que je travaille avec toi? Je veux que tu sois ma partenaire. En tout, les affaires, la vie, tout. » Émilie sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Vous m'offrez un emploi. Monsieur Thompson, je t'offre ce que tu veux. Madame Thompson, un emploi, un partenariat, une chance de m'aider à construire quelque chose qui compte. » La réponse d'Émilie fut de l'embrasser profondément, versant tout son amour et sa gratitude dans le geste. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. « Je t'aime, murmura-t-elle contre ses lèvres. Je t'aime aussi, plus que je ne l'aurais jamais cru possible. » Alors qu'ils se tenaient l'un contre l'autre sur le canapé, Émilie s'émerveilla de voir à quel point sa vie avait changé. Il y a 6 mois, elle était une jeune fille effrayée sans avenir. Maintenant, elle était une femme avec un homme qui appréciait son esprit autant que son corps, qui la voulait comme une véritable partenaire dans la construction d'une vie commune. Le fondement de leur mariage n'était plus seulement la solitude mutuelle et les circonstances. C'était la confiance, le respect et un amour qui se renforçaient chaque jour. La crise commença un mardi matin de novembre, lorsqu'Émilie reçut un appel téléphonique frénétique de sa tante Margaret. « Émilie, tu dois nous aider. » La voix de Margaret était stridente de panique. « Robert est à l'hôpital. Il a eu une crise cardiaque et les factures médicales. Nous ne pouvons pas les payer. Il parle de le mettre dans un établissement public. » Émilie s'affaissa sur la chaise de la cuisine, son café refroidissant tandis qu'elle écoutait les supplications désespérées de sa tante. Malgré tout ce qu'il lui avait fait subir, Robert et Margaret étaient toujours de la famille, la seule famille qui lui restait. « C'est grave ?» demanda doucement Émilie. « Grave, très grave. Les médecins disent qu'il a besoin d'une opération. Mais notre assurance… » « Émilie, s'il te plaît, je sais que nous n'avons pas été bons avec toi, mais tu es tout ce que nous avons maintenant. » Quand Michael la trouva 1 heure plus tard, Émilie était toujours assise à la table de la cuisine, fixant le ciel gris de novembre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il immédiatement, reconnaissant les signes de détresse. Émilie lui raconta l'appel, observant attentivement son expression. Ils étaient mariés depuis 5 mois maintenant, et leur relation s'était approfondie en quelque chose de beau et de solide. Mais ce serait leur premier véritable test. La première fois que le passé d'Émilie s'immiscerait de manière significative dans leur présent. « Bien sûr que nous allons aider, » dit Michael sans hésiter. Émilie cligna des yeux. « Juste comme ça, Émilie, c'est ta famille, et peu importe comment ils t'ont traité. Tu n'es pas le genre de personne à laisser quelqu'un souffrir quand tu peux aider. Ils m'ont vendu à toi, » dit doucement Émilie. « Ils m'ont traité comme un fardeau pendant 4 ans. » Michael s'agenouilla à côté de sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. « Et malgré tout ça, tu es assise ici à t'inquiéter pour eux. C'est qui tu es, Émilie. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime. Ça ne te dérange pas l'argent, je veux dire. » Le rire de Michael fut doux. « Ma chérie, je pourrais payer l'opération de Robert tous les jours pour le reste de ma vie et ne pas remarquer le coût. L'argent n'est pas le problème ici. La question est, de quoi as-tu besoin de ma part ?» Émilie sentit les larmes monter à ses yeux. Après des mois de mariage, Michael avait encore le pouvoir de la surprendre par sa générosité et sa compréhension. « J'ai besoin de le voir, dit-elle.
J'ai besoin de savoir qu'il ira bien. Alors nous irons à l'hôpital. 1 heure plus tard, il se tenait devant la chambre de Robert dans l'unité de cardiologie. À travers la fenêtre en verre, Emily pouvait voir son oncle connecté à diverses machines, paraissant plus âgé et plus fragile que dans ses souvenirs. Margaret était assise à côté de son lit, le visage tiré par l'inquiétude et l'épuisement. « Tu n'es pas obligé d'entrer, dit Emily à Michael. Je sais que c'est gênant. Je ne vais pas te laisser affronter ça seul, répondit fermement Michael. Nous sommes partenaires, tu te souviens, en tout. Quand ils entrèrent dans la chambre, Margaret leva les yeux avec surprise et soulagement. Emily. Oh, Dieu merci, tu es venue. Robert était réveillé mais faible. Ses yeux se concentrèrent sur Emily avec difficulté. Emily. C'est bien toi? Bonjour, oncle Robert. Emily s'approcha prudemment du lit. Comment te sens-tu? Comme si j'avais été heurté par un camion. La voix de Robert était rauque. Emily. Nous devons parler. Oncle Robert, tu devrais te reposer. Non. Robert lutta pour s'asseoir légèrement. Je dois dire ça pendant que je le peux. Emily. Ce que nous t'avons fait. Te forcer à l'épouser. Ses yeux se tournèrent vers Michael. C'était mal. Nous étions désespérés, mais ce n'est pas une excuse. Emily sentit la main de Michael dans le bas de son dos, un soutien silencieux. Nous t'avons traité comme si tu n'étais rien, continua Robert, sa voix se renforçant. Mais tu n'étais qu'une enfant qui avait tout perdu, et au lieu de prendre soin de toi comme nous aurions dû, nous t'avons fait sentir comme un fardeau. Oncle Robert, laisse-moi finir. Les yeux de Robert brillaient de larmes non versées. Je sais que nous ne méritons pas ton aide. Je sais que nous ne méritons pas ton pardon. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé. Margaret pleurait maintenant, ses épaules secouées. Nous étions tellement absorbés par nos propres problèmes que nous avons oublié que tu étais aussi en deuil. Tu as perdu tes parents. Et ensuite tu as perdu la famille qui aurait dû t'aimer inconditionnellement. Emily sentit la main de Michael se resserrer sur son dos, l'ancrant alors que les émotions menaçaient de la submerger. Je vous pardonne, dit doucement Emily. À nous deux, juste comme ça, te demanda Robert, surpris. Emily jeta un coup d'œil à Michael, puisant de la force dans sa présence. J'ai appris que garder de la colère ne fait de mal qu'à la personne qui la porte. Vous avez fait des erreurs. Mais vous faisiez aussi face à des choses que je ne comprenais pas à l'époque. Et Valfine pause, choisissant ses mots avec soin. Si vous n'aviez pas arrangé le mariage, je n'aurais jamais rencontré Michael. Je n'aurais jamais trouvé l'amour et le bonheur que j'ai maintenant. Margaret regarda Michael avec de nouveaux yeux. Il a été bon avec toi? Il a été merveilleux, dit Emily, sa voix se réchauffant. C'est mon meilleur ami, mon partenaire et l'amour de ma vie. Michael s'avança. Monsieur Honson, je veux que vous sachiez que j'ai pris grand soin d'Emily. Elle n'est pas seulement ma femme, elle est ma partenaire égale en tout, et je continuerai à la protéger et à la chérir pour le reste de ma vie. Robert étudia le visage de Michael. Vous l'aimez vraiment? Plus que ma propre vie, répondit Michael sans hésiter. Bien. Robert se laissa retomber contre ses oreillers. C'est bien. Plus tard, alors qu'il prenait des dispositions pour l'opération de Robert et les frais de subsistance de Margaret pendant sa convalescence, Emily s'émerveilla de la générosité de Michael. Il ne couvrit pas seulement tous les frais médicaux, mais créa également un fonds en fiducie pour s'assurer que sa tante et son oncle seraient financièrement en sécurité pour le reste de leur vie. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, dit Emily alors qu'il rentrait à la maison. Si, j'étais obligé, répondit Michael, parce que ça compte pour toi. Et tout ce qui compte pour toi compte pour moi. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés ensemble, Emily traçait des motifs sur la poitrine de Michael dans l'obscurité. J'attends toujours le piège, dit-elle doucement. Quel piège? Cette vie, ce mariage? Toi, c'est trop beau pour être vrai. J'attends toujours que quelque chose aille mal. Michael se tourna pour lui faire face, ses yeux sérieux dans la pénombre. Emily, tu te souviens de ce que tu m'as dit la nuit où tu as dit que tu m'aimais? Tu as dit que nous devrions arrêter d'avoir peur de ce que cela pourrait devenir et le laisser se produire naturellement. Je me souviens. Peut-être est-il temps d'appliquer cette même sagesse à tes peurs. Peut-être qu'au lieu d'attendre une catastrophe, tu pourrais essayer de croire que certaines choses dans la vie sont vraiment aussi bonnes qu'elles le paraissent. Emily réfléchit à cela. Tu fais paraître ça si simple. C'est simple, pas facile, mais simple. Tu mérites le bonheur, Emily. Tu mérites l'amour. Tu mérites de te sentir en sécurité en sachant que quelqu'un te choisira toujours, te mettra toujours en premier. C'est ce que tu fais? Demanda Emily. Me mettre en premier? Chaque jour, dit fermement Michael. Chaque décision que je prends. Je pense à comment elle t'affectera, comment elle nous affectera. Tu n'es pas seulement ma femme, Emily, tu es ma priorité. Emily sentit ses derniers murs s'effondrer. Cet homme, qui pouvait avoir n'importe quelle femme au monde, la choisissait chaque jour. Non seulement il la choisissait,
mais il lui donnait l'impression d'être la chose la plus précieuse de sa vie. « Je te fais confiance, murmura-t-elle complètement. « Et je te fais confiance, répondit Michael. Avec mon cœur, ma vie, mon avenir. Tout. » Alors qu'Émilie s'endormait dans les bras de Michael, elle réalisa que ses craintes avaient été déplacées. Elle avait attendu qu'une catastrophe frappe parce qu'elle n'avait jamais connu l'amour inconditionnel en tant qu'adulte. Mais Michael lui avait montré, jour après jour, que certaines personnes restent vraiment, que certains amours durent vraiment. Leur premier test n'avait fait que les renforcer. Décembre arriva avec une chute de neige précoce qui transforma Chicago en un paysage hivernal. Féerique, Emily se tenait aux fenêtres du penthouse, regardant les flocons danser devant la vitre, ses mains enroulées autour d'une tasse de chocolat chaud que Michael avait préparée avec une quantité absurde de guimauve. « À quoi penses-tu » lui dit Michael, s'approchant par derrière et l'enlaçant par la taille. « Je pensais juste à Noël, » dit Emily en se penchant contre sa poitrine. « Ce sera mon premier vrai Noël en 5 ans. »« Comment ça ?» Emily resta silencieuse un moment, après la mort de mes parents. « Les fêtes sont devenues juste un autre jour avec ma tante et mon oncle. Pas de sapin, pas de cadeaux, pas de célébration. » Il disait que Noël était un gaspillage d'argent que nous n'avions pas. Les bras de Michael se resserrèrent autour d'elle. « Eh bien, Madame Thompson, prépare-toi à la célébration de Noël la plus extravagante que tu aies jamais vue. » Emily se tourna dans ses bras, riant. « S'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas transformer notre maison en vitrine de grand magasin. »« Rien d'aussi criard, » l'assura Michael avec un sourire. « Mais j'ai peut-être déjà commandé un sapin phrasé de 12 pieds pour le salon. » 12 pieds, les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Michael, c'était énorme. »« C'est Noël, dit-il, comme si cela expliquait tout. »« En plus, j'ai 8 mois de fête à rattraper. Noël, ton anniversaire, la Saint-Valentin. »« Tu connais la date de mon anniversaire ? 14 février, dit Michael. La Saint-Valentin. Bébé, ce qui explique beaucoup de choses sur ta nature romantique. » Emily sentit ses joues se réchauffer. « Je ne suis pas particulièrement romantique. »« Si, tu l'es, » insista Michael en la faisant tourner dans la cuisine. « Tu laisses des petits mots dans ma mallette. Tu prépares mon café exactement comme je l'aime sans qu'on te le demande. Tu te blottis à côté de moi quand je travaille tard, sans rien dire. Juste pour me tenir compagnie. Ce ne sont pas des gestes romantiques, protesta Emily, tout en gloussant de ses pas de danse improvisés. Ce sont juste des choses qu'on fait pour les gens que l'on aime. Exactement, dit Michael en s'arrêtant pour lui prendre le visage en coupe. Des choses romantiques, Emily. Tu as ce cœur le plus aimant de toutes les personnes que j'ai jamais rencontrées. Tu ne le réalises juste pas parce que tu n'as jamais eu personne pour l'apprécier correctement. » Au cours des 2 semaines suivantes, Michael se jeta dans les préparatifs de Noël avec l'enthousiasme d'un enfant rattrapant le temps perdu. Le sapin de 12 pieds arriva et fut décoré de milliers de lumières scintillantes et d'ornements qui appartenaient à la famille de Michael depuis des générations. Des guirlandes ornaient chaque porte, et une couronne plus grande qu'Emily elle-même ornait leur porte d'entrée. « C'est de la folie !» rit Emily alors que Michael dirigeait l'accrochage des chaussettes de Noël au-dessus de la cheminée. « Nous ne sommes que 2. »« Pour l'instant, dit Michael, et quelque chose dans son ton fit qu'Emily le regarda vivement. « Que veux-tu dire, pour l'instant ?» L'expression de Michael devint soudainement vulnérable. « Je veux dire, j'espère qu'un jour nous aurons des enfants. Des petits qui méritent des Noëls magiques et des fêtes d'anniversaire et toutes les célébrations que tu as manqué. » Le cœur d'Emily s'arrêta. Il n'avait jamais discuté d'enfants auparavant, bien qu'elle se soit parfois surprise à imaginer à quoi pourrait ressembler leur bébé. Les yeux gris de Michael, peut-être, ou ses propres boucles tenaces. « Tu veux des enfants ?» demanda-t-elle doucement. « Avec toi plus que tout. » Admit Michael, « mais seulement quand tu seras prête, seulement quand ce sera quelque chose que tu veux aussi. » Emily y réfléchit, imaginant cette belle maison remplie des rires d'enfants qui seraient désirés et aimés inconditionnellement, des enfants qui ne douteraient jamais de leur place dans le monde comme elle l'avait fait. « Je veux ça, » dit-elle doucement. « Un jour, je veux donner à un enfant le genre d'amour que mes parents m'ont donné, le genre d'amour que tu m'as donné. » Le sourire de Michael était radieux. « Un jour, » acquiesça-t-il en la serrant contre lui, « mais pour l'instant, concentrons-nous sur le fait de te donner le Noël parfait. » La veille de Noël arriva avec une nouvelle couche de neige et un dîner que Emily se souviendrait pour le reste de sa vie. Michael avait invité David Chen et sa famille, Rachel Morrison et son fils, et même certains des anciens collègues d'Emily du restaurant, des gens que Michael avait retrouvés. Parce qu'il savait qu'il avait été gentil avec elle pendant les moments difficiles. « Comment les as-tu même trouvés ?» demanda Emily en regardant Maria, son ancienne directrice s'exclamer devant l'élégante salle à manger. « J'ai mes méthodes, » dit mystérieusement Michael. « Je voulais que tu sois entouré de gens qui tiennent à toi. » La soirée fut magique. Emily se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années.
regardant Michael charmer tout le monde avec des histoires et un intérêt sincère pour leur vie. Quand le dîner fut servi, un festin qui rivalisait avec tout ce qu'Emily avait jamais vu. Michael se leva pour porter un toast. « Mes amis » commença-t-il en levant sa coupe de champagne. « Merci de vous joindre à nous ce soir pour célébrer non seulement Noël, mais aussi la femme qui a complètement transformé ma vie. » Emily sentit ses joues brûler alors que tous les yeux se tournaient vers elle. « Il y a 8 mois, continua Michael. J'étais l'homme le plus seul de Chicago. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter et rien qui comptait vraiment. Puis Emily est entrée dans ma vie et soudain, j'ai compris ce que les gens veulent dire quand ils parlent de miracle. Michael, murmura Emily, gênée par la tension. Elle m'a appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on achète, qu'on négocie ou que l'on arrange, dit Michael, les yeux rivés sur les siens. C'est quelque chose qu'on choisit chaque jour de donner librement et de recevoir avec gratitude. Alors ce soir, je veux porter un thé à Esther, ma femme, ma partenaire et ma meilleure amie. La femme qui m'a fait croire à nouveau à la magie de Noël. La salle éclata en applaudissements et en vœux de bonheur. Mais Emily n'avait Dieu que pour Michael, alors que la soirée se poursuivait avec des jeux et des chants de Noël autour du piano. Elle se surprit à étudier le visage de son mari, s'émerveillant de la joie qu'elle y voyait. Plus tard, après le départ de leurs invités et alors qu'ils rangeaient ensemble, Emily ne pouvait s'arrêter de sourire. « Quoi » demanda Michael, remarquant son expression. « C'est juste que je n'arrive pas à croire que c'est ma vie, dit Emily. Il y a un an, je faisais des doubles services au restaurant et je dormais dans une chambre mansardée qui fuyait quand il pleuvait. Maintenant, je suis mariée à l'homme le plus merveilleux du monde, je vis dans un penthouse. J'organise des dîners. Tu as le Noël que tu mérites, ajouta Michael. Ce n'est pas seulement le luxe, dit Emily en se rapprochant de lui. C'est d'être désiré, d'être chéri, d'avoir quelqu'un qui pense que je vaux la peine d'être célébré. Michael posa le plat qu'il séchait et la prit dans ses bras. Emily, tu vaux la peine d'être célébré chaque jour. Tu vaux les grands gestes et les moments calmes et tout ce qu'il y a entre les deux. Emily se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser, versant tout son amour et sa gratitude dans le geste. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient fort. « J'ai quelque chose pour toi, dit soudain Emily. »« Emily, nous avions convenu d'échanger les cadeaux demain matin. Ça ne peut pas attendre. » Emily disparut dans leur chambre et revint avec une petite boîte emballée. « Je travaille là-dessus depuis des semaines. » Michael ouvrit la boîte avec précaution, son expression passant à l'émerveillement quand il vit ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était une montre de poche, ni chère ni tape à l'œil, mais clairement vintage et soigneusement restaurée. Quand il l'ouvrit, il trouva une photographie d'Emily d'un côté et une inscription de l'autre à Michael, qui m'a donné le temps de guérir et l'espace pour grandir. Tout mon amour, Emily. Emily, souffla Michael, la voix épaisse d'émotion. C'est, comment as-tu? C'était à mon père, dit doucement Emily, l'une des rares choses que j'ai réussi à garder quand j'ai emménagé chez ma tante et mon oncle. Je l'ai fait restaurer. Je voulais que tu l'aies. Je voulais que tu aies quelque chose qui te relie aux personnes qui ont fait de moi ce que je suis. Michael fixa la montre, comprenant l'ampleur du cadeau. Ce n'était pas juste un cadeau de Noël, c'était Emily lui donnant un morceau de sa famille, de son histoire, de son cœur. « Je ne peux pas accepter ça, dit-il finalement. C'est trop précieux. Ça devrait rester avec toi. »« Ça reste avec moi, dit Emily, refermant ses doigts sur la montre. Parce qu'où que tu sois, c'est là que mon cœur est aussi. » Les yeux de Michael se remplirent de larmes. « Je t'aime tellement que ça me fait peur parfois. »« Bonne peur ou mauvaise peur ?»« Bonne peur, dit Michael en la serrant contre lui. Le genre de peur qui signifie que tu as trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être protégé de ta vie. » Alors qu'ils se tenaient ensemble dans leur belle maison, entourés des restes d'une veille de Noël parfaite, Emily réalisa qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait sans même le savoir. Elle avait trouvé un foyer, pas un lieu, mais une personne. Pas seulement l'amour, mais l'appartenance. Et c'était plus magique que n'importe quel miracle de Noël qu'elle aurait pu imaginer. Le printemps arriva tôt à Chicago, peignant la ville dans des tons de vert et d'or qui faisaient chanter le cœur d'Emily. Elle se tenait dans la nurserie de l'hôpital pour enfants de Chicago, lisant la toile de Charlotte à un groupe de jeunes patients, quand elle sentit la nausée familière qui la tourmentait depuis une semaine. Mademoiselle Emily demanda Cathy, 7 ans, qui se remettait d'une opération de l'appendicite. « Ça va? Vous avez l'air verte. » Emily pressa une main sur son estomac, lui ordonnant de se calmer. « Je vais bien. Ma chérie. Peut-être qu'on devra faire une petite pause. » Alors que les enfants se dispersaient dans leur chambre ou dans l'aire de jeu, Emily se dirigea vers les toilettes, l'esprit en ébullition. La nausée, l'épuisement, la façon dont certaines odeurs avaient commencé à la déranger. Pourrait-elle être enceinte? La pensée la ravissait et la terrifiait à la fois. Michael et elle étaient mariés depuis près d'un an maintenant, et leur relation s'était approfondie en quelque chose de beau et d'inébranlable. Ils avaient parlé d'enfants, en avaient rêvé,
mais d'une manière ou d'une autre. Émilie ne s'attendait pas à ce que cela arrive si tôt. Cet après-midi-là, elle s'arrêta dans une pharmacie en rentrant chez elle, les mains tremblantes en achetant un test de grossesse. De retour au penthouse, elle fixa la boîte pendant 20 minutes avant de trouver enfin le courage de le faire. 2 lignes roses. Positif, Émilie s'effondra sur le sol de la salle de bain, submergée par un flot d'émotions, joie, peur, excitation, panique. Tout se bousculait dans sa poitrine alors qu'elle fixait le test dans ses mains. Elle allait être mère, Michael allait être père. Ils allaient avoir un bébé. Émilie, la voix de Michael appela depuis le salon. Je suis rentrée. Émilie cacha rapidement le test et s'aspergea le visage d'eau froide, essayant de se ressaisir. Comment était-elle censée le lui dire? Comment annonçait-on quelque chose d'aussi bouleversant? Te voilà, dit Michael, apparaissant dans l'embrasure de la chambre. Il jeta un coup d'œil à son visage et son expression changea pour de l'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air pâle. Joe, je dois te dire quelque chose, dit Émilie, sa voix à peine plus qu'un murmure. Michael fut à ses côtés en un instant, ses mains lui prenant le visage. Tu me fais peur. Qu'est-ce que c'est? Émilie croisa son regard, y voyant tout l'amour et l'inquiétude, et soudain, elle sut exactement comment le lui dire. Elle plongea la main dans sa poche, sortit le test de grossesse et le plaça doucement dans ses mains. Michael le fixa un long moment, son expression lisible. Puis il leva les yeux vers Émilie, ses propres yeux écarquillés d'émerveillement. « Tu es enceinte » murmura-t-il. Émilie hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Es-tu heureux ?» La réponse de Michael fut de la soulever dans ses bras, la faisant tourner dans la chambre tout en riant de pure joie. Quand il la reposa, ses propres yeux brillaient de larmes. « Heureux » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Émilie, je suis aux anges. Je suis terrifié, dépassé et plus excité que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Vraiment ?» demanda Émilie, ayant besoin d'être rassurée. « Vraiment » confirma Michael, ses mains se posant doucement sur son ventre encore plat. « Il y a un bébé là-dedans. Notre bébé, répéta Émilie, s'émerveillant du son de ses mots. Cette nuit-là, ils étaient couchés ensemble, la main de Michael couvrant protectriquement l'abdomen d'Émilie alors qu'il parlait de leur avenir. « Quel genre de parents penses-tu que nous serons ?» demanda Émilie. « Le genre qui aime inconditionnellement, » dit Michael sans hésiter. Le genre qui fait en sorte que leurs enfants se sentent en sécurité, désirés et valorisés. Et si je ne sais pas comment faire? Et si je me trompe? Michael se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. Émilie, tu t'entraînes à être mère tous les week-ends à l'hôpital pour enfants. Tu as plus d'instinct maternel dans ton petit doigt que la plupart des gens n'ont dans tout leur corps. Mais ce ne sont pas mes enfants. C'est différent. C'est permanent et terrifiant. Parfait, termina Michael. C'est parfait, Émilie, pas facile, mais parfait. Émilie pensa à ses propres parents, à l'amour et à la sécurité qu'ils lui avaient donné pendant les 15 premières années de sa vie. Je veux donner à notre enfant ce que mes parents m'ont donné. Nous le ferons, promit Michael. Et plus encore, cet enfant grandira en sachant qu'il est désiré, en sachant qu'il a 2 parents qui s'aiment et qu'il aime complètement. Au cours des semaines suivantes, Émilie s'émerveilla de voir comment Michael se jetait dans la préparation de la grossesse avec la même intensité qu'il apportait à tout le reste. Leur maison se remplit soudain de livres sur la grossesse, de collations saines et de vitamines prénatales. Il l'accompagna à chaque rendez-vous chez le médecin, posant des questions détaillées et prenant des notes. Michael, rit Émilie après qu'il eut passé un samedi entier à rechercher les meilleurs berceaux disponibles. Le bébé n'arrivera pas avant 7 mois. Je veux que tout soit parfait, dit sérieusement Michael. Je veux que notre enfant ait le meilleur de tout. Notre enfant a plus besoin d'amour que de meubles chers, souligna doucement Émilie. Il aura ça aussi, dit Michael en la tirant sur ses genoux. Plus d'amour qui ne saura quoi en faire. Alors que la grossesse d'Émilie progressait, elle découvrit des réserves de force et de confiance qu'elle ne se connaissait pas. La jeune fille effrayée de 19 ans qui avait épousé un étranger avait disparu, remplacée par une femme qui savait qu'elle était aimée, valorisée et capable de tout. Un soir, au cours de son 2e trimestre, alors qu'Émilie pliait de minuscules vêtements de bébé qu'il avait commencé à acheter, Michael la trouva en train de pleurer dans la nurserie qu'il avait commencé à décorer. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il immédiatement, s'agenouillant à côté du fauteuil où elle était assise. « Rien ne va mal, » dit Émilie en s'essuyant les larmes. « Tout va bien. C'est pour ça que je pleure. » Michael parut confus. « Je ne comprends pas. Il y a 2 ans, j'étais complètement seul au monde, » expliqua Émilie. Je n'avais pas de famille, pas de perspective, pas d'espoir. Je pensais que ma vie était pratiquement terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Émilie. Et maintenant, regarde-nous, continua-t-elle en désignant la nurserie avec ses murs jaunes pâles et ses meubles soigneusement choisis. Nous sommes mariés. Nous sommes amoureux. Nous allons avoir un bébé. Nous construisons une famille ensemble, parfois.
Le bonheur est si écrasant que je ne peux pas le contenir. Le sourire de Michael était doux et compréhensif. Je sais exactement ce que tu veux dire. Parfois, je te regarde et je pense à quel point j'ai failli ne jamais te rencontrer. Ne jamais avoir ça, et ça me coupe le souffle. Penses-tu que notre bébé sera heureux? Demanda Émilie. Avec toi comme mère? Comment pourrait-il en être autrement? Cette nuit-là, alors qu'Émilie s'endormait avec la main de Michael sur son ventre grandissant, elle pensa à l'incroyable voyage qui les avait menés à ce moment, d'une jeune fille terrifiée vendue en mariage, à une femme construisant une vie avec l'amour de sa vie. Leur bébé naîtrait dans l'amour, la sécurité et des possibilités infinies. Et Émilie comprit enfin ce que ses parents voulaient dire quand ils disaient que les meilleures choses de la vie valaient la peine d'attendre. L'appel arriva un jeudi après-midi pluvieux au 6e mois de grossesse d'Émilie. Elle était dans la nurserie, arrangeant des livres pour bébé sur les étagères nouvellement installées. Quand son téléphone sonna, le numéro était inconnu, mais quelque chose la poussa à répondre. Madame Thompson, c'est Sarah Williams, de Williams, Buick et Associates. Je suis l'avocate qui s'occupe de la succession de Margaret Thompson. Emily s'affaissa dans le fauteuil à bascule que Michael lui avait offert la semaine précédente. Ma tante, est-ce qu'elle va bien? Je suis désolée d'être porteuse de mauvaises nouvelles. Mais Madame Hanson est décédée paisiblement dans son sommeil il y a 3 jours. Votre oncle m'a demandé de vous contacter au sujet des arrangements funéraires. Le téléphone faillit glisser des doigts engourdis d'Émilie. Tante Margaret était morte, la femme qui l'avait élevée après la mort de ses parents, qui l'avait maltraitée, mais qui avait aussi été son seul lien familial restant, était partie. Madame Thompson, vous êtes toujours là? Oui, murmura Émilie. Je suis là. Quand ont lieu les funérailles? Samedi à 14 heures à l'église catholique Saint-Marie sur Oaks. Mais il y a autre chose. Madame Thompson, quelque chose d'important dont je dois discuter avec vous. Émilie pressa une main sur son ventre grandissant, sentant le coup de pied de réponse du bébé. Qu'est-ce que c'est? Votre tante a laissé des documents pour vous. Une lettre et, eh bien, je pense qu'il serait préférable que nous en discutions en personne. Pourriez-vous venir à mon bureau demain? Ce soir-là, Émilie s'assit sur le canapé avec Michael, la tête sur son épaule alors qu'elle traitait la nouvelle. Ils avaient rendu visite à Robert et Margaret plusieurs fois depuis la crise cardiaque de Robert. Et bien que leur relation se soit améliorée, Émilie se sentait toujours en conflit à propos de la mort de sa tante. Je devrais me sentir plus triste, dit doucement Émilie. C'était de la famille. Le deuil n'est pas simple, répondit Michael, sa main caressant ses cheveux. C'est normal de se sentir en conflit à propos de quelqu'un qui a été à la fois nuisible et utile dans ta vie. Je n'arrête pas de penser à la dernière fois que nous l'avons vue. Elle semblait différente, plus douce en quelque sorte. Les gens changent, Émilie. Peut-être qu'elle essayait de se racheter à sa manière. Le lendemain matin, Émilie s'assit en face de Sarah Williams dans un cabinet d'avocat du centre-ville. Michael à ses côtés pour la soutenir. L'avocate était une femme d'une 50aine d'années au visage aimable qui gérait la situation avec un professionnalisme doux. Madame Thompson, votre tante a laissé des instructions spécifiques pour que je vous donne cette lettre après ça. Mort, dit Sarah, tendant à Émilie une enveloppe scellée. Elle vous a aussi laissé autre chose, mais je pense que vous devriez d'abord lire la lettre. Les mains d'Émilie tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main soignée de sa tante. Chère Émilie, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et il est temps que tu saches la vérité sur tout. J'ai porté ce secret pendant 5 ans. Et je ne peux pas l'emporter dans ma tombe. La nuit où tes parents sont morts, ils venaient nous voir, Robert et moi. Ton père avait découvert que Robert détournait de l'argent de son cabinet d'architecture pour couvrir des dettes de jeu. Au lieu de le dénoncer, tes parents voulaient aider. Ils apportaient un chèque qui aurait permis à Robert de rembourser ce qu'il avait volé. Ils sont morts en essayant de sauver la réputation de notre famille et la liberté de Robert. Quand tu es venu vivre avec nous, nous étions noyés dans la culpabilité et la honte. Chaque fois que nous te regardions, nous voyions notre échec, notre responsabilité dans la mort de tes parents. Nous t'avons maltraité parce que nous ne pouvions pas faire face à ce que nous avions fait. L'arrangement de mariage avec M. Thompson, ce n'était pas seulement une question d'argent. Même si nous en avions désespérément besoin. Je l'ai étudié de manière approfondie, Émilie. Je savais que c'était un homme bon. Un homme gentil qui prendrait soin de toi comme nous n'avons jamais pu le faire. J'ai espéré que nous pourrions peut-être te donner quelque chose de bien pour compenser tout ce que nous t'avions enlevé. Je sais que cela n'excuse pas la façon dont nous t'avons traité. Rien ne pourrait excuser cela. Mais j'avais besoin que tu saches que tes parents sont morts en héros, en essayant de sauver une famille qui ne méritait pas leur sacrifice. J'ai aussi besoin que tu saches que nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Nous ne savions simplement pas comment le montrer à travers notre culpabilité et notre honte. Il y a autre chose, notre coffre-fort que tes parents maintenaient et dont nous ne t'avons jamais parlé.
Sarah a la clé et les instructions. Tes parents ont laissé des choses pour toi. Des choses que je pensais qu'il serait trop douloureux pour toi d'avoir en tant qu'enfant. J'espère que tu pourras nous pardonner un jour. J'espère que tu pourras comprendre que tout ce que nous avons fait, aussi mal que ce soit, venait de personnes qui se noyaient et ne savaient pas nager, avec amour et regret. Tante Margaret. Emily fixa la lettre, les larmes coulant sur son visage. Le bras de Michael vint autour de ses épaules, l'ancrant alors que les révélations s'abattaient sur elle. Emily lui dit doucement Sarah. Ça va, mes parents essayaient de les aider. Murmura Emily. Ils sont morts parce qu'ils essayaient de sauver mon oncle. Il semble que oui, confirma Sarah. Et Madame Hanson voulait que vous ayez ceci. Elle tendit à Emily une petite clé et un papier avec une adresse. Le coffre-fort contient des objets que vos parents vous ont laissés, ainsi que certaines choses que votre tante pensait que vous devriez avoir. Une heure plus tard, Emily et Michael se tenaient dans la chambre forte de la banque, fixant le contenu du coffre-fort. Il y avait des lettres de ses parents, écrites pour elle à chaque anniversaire depuis sa naissance et destinées à lui être remises en grandissant. Il y avait des photographies de son enfance qu'elle pensait avoir perdues, les bijoux de sa mère, la montre de son père, le pendant de celle qu'Emily avait offerte à Michael pour Noël. Mais c'est la dernière lettre qui brisa le cœur d'Emily et le guérit simultanément, écrite par sa mère quelques jours seulement avant l'accident. Ma très chère Emily, si tu lis ceci, c'est que quelque chose est arrivé à ton père et à moi. J'espère qu'à présent, tu es devenue la femme extraordinaire que je sais que tu deviendras. Je veux que tu saches que t'aimer a été la plus grande joie de nos vies, te regarder grandir. Voir ta gentillesse et ta force se développer a été un privilège au-delà de toute mesure. Si nous sommes partis, je sais que tu feras face à des défis et à des peines de cœur. Mais je sais aussi que tu les affronteras avec courage et grâce tu as tant d'amour à donner. Ma chérie, n'aie pas peur de le donner librement quand la bonne personne se présentera. Trouve quelqu'un qui voit ta valeur, qui chérit ton cœur, qui te fait te sentir en sécurité pour être complètement toi-même, et quand tu le feras, aime-le de tout ton être. L'amour est la seule chose qui vaille la peine de vivre. Nous serons toujours avec toi dans chaque acte de gentillesse que tu montreras, chaque moment de joie que tu vivras, chaque amour que tu donneras et recevras, pour toujours à toi. Maman. Emily serra la lettre contre sa poitrine, sanglotant alors que des années de deuil et de confusion trouvaient enfin une résolution. Michael la tenait pendant qu'elle pleurait, ses propres yeux humides de larmes. Elle savait, murmura Emily, d'une manière ou d'une autre. Elle savait que je retrouverais l'amour. Elle le savait parce qu'elle a élevé une fille capable d'un amour incroyable. Dit doucement Michael. Elle le savait parce qu'elle pouvait voir ton cœur. Ce soir-là, de retour dans leur penthouse, Emily s'assit dans la nurserie, lisant les paroles de sa mère à voix haute à son enfant à naître. Ta grand-mère a l'air d'une femme extraordinaire, dit Michael depuis l'embrasure de la porte. Elle était, et elle t'aurait adoré. Emily leva les yeux vers lui avec émerveillement. Michael, tu réalises ce que cela signifie? Tante Margaret ne t'a pas juste choisi au hasard pour le mariage. Elle a fait des recherches sur toi. Elle t'a choisi spécifiquement parce qu'elle pensait que tu serais bon pour moi. Michael vint s'asseoir à côté d'elle dans le fauteuil à bascule. Peut-être qu'elle essayait de te donner l'amour qu'elle ne pouvait pas. Peut-être qu'elle essayait de réparer ce que sa famille avait brisé. Emily se pencha dans l'étreinte de Michael, une main sur son ventre où leur enfant grandissait, l'autre serrant les lettres qui lui avaient enfin apporté la paix sur son passé. Je leur pardonne, dit-elle doucement. Margaret et Robert, je comprends maintenant. Tes parents seraient fiers de toi, dit Michael, et ils seraient fiers de la famille que nous construisons. Emily sourit à travers ses larmes. Je le pense aussi. Alors qu'ils étaient assis ensemble, dans la douce lueur de la lampe de la nurserie, Emily réalisa que tout dans sa vie avait mené à ce moment. L'amour de ses parents avait façonné sa capacité de pardon, les erreurs de sa tante et de son oncle l'avait conduite à Michael. Et maintenant, il créait une nouvelle vie, un nouvel amour, de nouvelles possibilités. Parfois, les routes les plus brisées menaient aux plus belles destinations. Les contractions commencèrent à 3 heures du matin un matin de décembre enneigé, exactement une semaine avant la date prévue de l'accouchement de leur bébé. Emily se réveilla avec un hoquet, sa main volant immédiatement vers son ventre gonflé alors qu'une douleur irradiait dans le bas de son dos. Michael souffla-t-elle en secouant l'épaule de son mari. Michael, réveille-toi. Il fut instantanément alerte, comme il l'avait été le mois précédent. Prêt pour ce moment. C'est le moment? Je crois que oui, dit Emily, puis elle poussa un cri alors qu'une autre contraction la frappait, plus forte que la première. Michael se leva et se mit immédiatement en mouvement, attrapant le sac d'hôpital qu'il avait préparé des semaines auparavant, appelant le Dr Mayuse et aidant Emily à enfiler son peignoir. Ses mains étaient stables, mais Emily pouvait voir l'excitation et la terreur à peine contrôlées dans ses yeux. Tout va bien se passer, n'arrêtait-il pas de dire. Plus pour lui-même que pour elle, tout ira bien. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut surréaliste. Chicago était recouverte de neige fraîche,
La ville silencieuse et paisible aux premières heures du matin. Emily serra la main de Michael alors qu'une autre contraction la submergeait. C'est merveillant de voir à quel point tout semblait identique alors que son monde entier était sûr. Le point d'est changé. As-tu peur de demanda-t-elle à Michael alors qu'il attendait l'ascenseur dans la maternité. Terrifié, admit-il, et plus excité que je ne l'ai jamais été de ma vie. Les 12 heures suivantes furent un flou de douleur, d'anticipation et d'amour écrasant. Michael ne quitta jamais le côté d'Emily, lui tenant la main à chaque contraction, lui murmurant des mots d'encouragement et la regardant comme si elle accomplissait des miracles. « Tu es incroyable », ne cessait-il de dire. « Tu es si forte, Emily. Je t'aime tellement. » Le docteur Mayhews était calme et rassurant, surveillant les progrès d'Emily et leur assurant que tout se déroulait normalement. Mais au fil des heures, Emily commença à fatiguer, son corps épuisé par l'intensité du travail. « Je n'y arriverai pas », halta-t-elle lors d'une contraction particulièrement difficile. « C'est trop. »« Si, tu peux, » dit fermement Michael, son visage près du sien. « Emily, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as survécu à la perte de tes parents. Tu as survécu à des années de sentiments de non-désir. Tu as survécu au mariage avec un étranger. Tu peux absolument le faire. Et si quelque chose ne va pas, et si je ne suis pas une bonne mère, et si... Arrête, interrompit doucement Michael. Emily, regarde-moi. À travers des larmes de douleur et d'épuisement, Emily croisa son regard. Tu vas être une mère extraordinaire, dit Michael avec une conviction absolue. Ce bébé est déjà si aimé, déjà si désiré. Et nous allons trouver des solutions pour tout le reste ensemble, comme nous le faisons toujours. Promets-le-moi, dit désespérément Emily. Promets-moi que quoi qu'il arrive, tu aimeras ce bébé assez pour nous deux. Rien ne va arriver, dit férocement Michael. Mais je te le promets. Je promets que j'aimerai notre enfant de tout mon être et je promets que je t'aimerai à travers tout ce qui viendra ensuite. À 16h47, après 13 heures de travail, David Michael Thompson entra dans le monde avec un cri fort qui remplit la salle d'accouchement de joie. Emily s'effondra sur les oreillers, épuisée mais triomphante, alors que le Dr Mayhews plaçait leur fils sur sa poitrine. « Oh, mon Dieu » souffla Emily, fixant le visage minuscule et parfait de leur bébé. « Michael, regarde-le. » Michael pleurait ouvertement, sa main touchant doucement le petit poing de leur fils. « Il est parfait. Emily, il est absolument parfait. » David avait les yeux gris de Michael et les traits délicats d'Emily. Un mélange parfait des deux parents, alors qu'Emily le tenait pour la première fois. Elle ressentit un amour si féroce et protecteur qu'il lui coupa le souffle. « Bonjour, petit garçon, murmura-t-elle. Nous t'attendions. » Au cours des jours suivants à l'hôpital, Emily et Michael s'émerveillèrent de voir comment leur vie avait été complètement transformée par 8 livres d'humanité. David était un bon bébé, alerte et calme, semblant étudier le monde qui l'entourait avec des yeux curieux. « Il te ressemble quand tu réfléchis, » dit Emily à Michael alors qu'ils regardaient leur fils dormir dans le berceau de l'hôpital. « Il a ton menton têtu » répondit Michael, son doigt caressant doucement la joue de David. Lors de leur deuxième nuit à l'hôpital, Emily se réveilla pour trouver Michael assis sur la chaise à côté de son lit, tenant David et lui parlant d'une voix douce. « Ta maman est la femme la plus extraordinaire du monde, » disait Michael. « Elle est courageuse, gentille et belle, et elle va t'apprendre tellement de choses importantes, comme être généreux avec ton cœur et comment défendre ce qui est juste. Et comment aimer les gens même quand ils ne le méritent pas. » Le cœur d'Emily se gonfla en l'écoutant. « Et moi, je vais t'apprendre à être un homme bien, » continua Michael. « Comment traiter les gens avec respect, comment travailler dur pour sans quoi tu crois, et comment protéger les gens que tu aimes. Mais le plus important, c'est que nous allons tous les deux nous assurer que tu saches toujours à quel point tu es désiré, à quel point tu es aimé. Il a de la chance de t'avoir comme père, » dit doucement Emily. Michael leva les yeux, surpris de la trouver éveillée. « C'est moi qui ai de la chance. Vous deux êtes les meilleurs. Chose qui me soit jamais arrivée. »« Viens ici, » dit Emily en tapotant le lit d'hôpital étroit à côté d'elle. Michael s'installa prudemment à côté d'elle, David toujours bercé dans ses bras. Ils trois s'emboîtaient parfaitement, une famille complète. « Je n'arrête pas de penser à mes parents, » dit doucement Emily. « À quel point il l'aurait aimé. »« Il l'aime, » dit Michael avec certitude. « Et il t'aime, je le sens. Emily, tout cet amour dont tu parlais, toute cette base qu'ils t'ont donnée, c'est toujours là. Ça fait partie de qui tu es en tant que mère. » Emily baissa les yeux sur le visage endormi de son fils, y voyant des échos de ses propres traits mêlés à ceux de Michael. « Il va avoir une enfance si différente de la mienne après 15 ans. Il va avoir l'enfance que tu méritais, » corrigea Michael. « Des parents stables et aimants qui le mettent en premier. La sécurité, l'éducation, les opportunités, mais surtout la connaissance qu'il est chéri. Allons-nous être bons à ça ?» demanda Emily, l'ampleur de la parentalité la submergeant soudainement. « Nous allons faire des erreurs, » dit honnêtement Michael, « mais nous allons les faire ensemble.
Et nous allons les réparer ensemble. Et à travers tout ça, David saura qu'il est aimé inconditionnellement. Emily appuya sa tête contre l'épaule de Michael, regardant leur fils dormir paisiblement dans les bras de son père. « Je vous aime » murmura-t-elle. « Vous deux, plus que je n'aurais jamais cru possible. Nous t'aimons aussi, répondit Michael, notre belle, forte, extraordinaire épouse et mère, alors que la neige continuait de tomber à l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital. Emily réalisa que c'était le moment qu'elle avait attendu toute sa vie sans le savoir, non seulement pour devenir mère, mais pour compléter la famille qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. David s'agita dans les bras de Michael, sa petite main agrippant l'air avant de se rendormir. Emily attrapa son petit poing dans son doigt, s'émerveillant de la force de sa prise. Leur fils était là, leur famille était complète. Et Emily comprit enfin ce que signifiait avoir tout ce que vous aviez jamais voulu au monde. Dormant paisiblement dans vos bras, le plus grand test de leur amour n'avait pas été les circonstances difficiles du mariage, ni le drame familial, ni même les défis de la grossesse. C'était d'apprendre à croire que tant de bonheur était vraiment à eux, et en regardant son mari, son fils, Emily sut avec une certitude absolue que c'était le cas. Emily se tenait à la fenêtre de la cuisine de leur maison de banlieue, regardant David, 5 ans, jouer dans le jardin avec sa petite sœur de 3 ans, Sarah. La maison était plus petite que le penthouse qu'il avait quitté 3 ans auparavant, mais elle était parfaite pour leur famille. 4 chambres, un grand jardin et surtout, elle ressemblait à un foyer d'une manière que le penthouse n'avait jamais eu. « Maman, regarde là-bas David !» brandissant un pissenlit qu'il avait cueilli pour elle. « C'est beau comme toi. » Le cœur d'Emily fondit. Comme d'innombrables fois chaque jour, David était devenu un garçon réfléchi et intelligent, avec l'esprit analytique de Michael et le cœur compatissant d'Emily. Sarah, quant à elle, était un tourbillon d'énergie, avec des cheveux blonds bouclés et un sourire espiègle qui pouvait la sortir de n'importe quel mauvais pas. « C'est adorable, mon chéri, répondit Emily. Ajoute-le au bouquet pour papa. » Michael serait à la maison d'une minute à l'autre, et les enfants avaient passé l'après-midi à créer un bouquet surprise de mauvaises herbes qu'ils étaient convaincus être la plus belle chose jamais créée. Emily avait appris que le secret du bonheur n'était pas les fleurs chères, c'était les pissenlits, cueillis par de petites mains potelées et présentées avec un amour sans borne. La porte d'entrée s'ouvrit juste au moment où Emily mettait la table pour le dîner, et elle entendit le son qu'elle attendait avec impatience chaque jour, David et Sarah criant « Papa !» et courant pour accueillir Michael à la porte. « Voilà mes personnes préférées !» La voix de Michael résonna dans la maison, chaude de la satisfaction qui caractérisait leur vie commune. « Avez-vous gardé un peu d'énergie pour votre vieux papa ?»« Tu n'es pas vieux, papa !» La voix de Sarah était indignée. « Tu es juste un grand. » Emily sourit en entendant le rire de Michael. À 54 ans, il était plus beau que jamais, ses cheveux maintenant complètement argentés, mais ses yeux toujours brillants de la joie qu'il avait transformé d'un homme d'affaires solitaire en un mari et père dévoué. « Maman, papa est rentré » annonça David, comme si Emily n'avait pas entendu l'agitation. « J'ai remarqué » dit Emily en s'essuyant les mains sur son tablier alors que Michael apparaissait dans l'embrasure de la cuisine, Sarah perchée sur ses épaules et David s'accrochant à sa jambe. « Un beau chaos, comme toujours » dit Michael, ses yeux rencontrant ceux d'Emily par-dessus la tête de leurs enfants. Le regard qui passa entre eux était plein d'amour partagé, de blagues privées et de la profonde satisfaction de deux personnes qui avaient construit quelque chose de merveilleux ensemble. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Emily, se penchant pour l'embrasser alors qu'il se penchait, Sarah gloussant d'être si haut. « Mieux maintenant » répondit Michael, la réponse qu'il donnait chaque jour depuis 5 ans. Pendant le dîner, David les régala d'histoires de la maternelle, tandis que Sarah tentait de manger plus de nourriture qu'elle n'emportait, ce qui n'était pas un mince défi. Emily et Michael échangèrent des regards amusés alors que leur fille expliquait très sérieusement pourquoi les légumes avaient meilleur goût quand on les écrase d'abord. « Papa » dit soudain David, son visage de 5 ans sérieux. « Les parents de Tommy divorcent. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le cœur d'Emily sauta à un battement. Mais Michael géra la question avec la même patience qu'il apportait à toutes les curiosités d'eux. Leurs enfants. « Ça veut dire qu'ils ont décidé qu'ils ne veulent plus être mariés », expliqua doucement Michael. « Parfois, ça arrive avec les adultes. »« Est-ce que toi et maman n'allez divorcer ?» demanda Sarah, ses yeux bleus écarquillés d'inquiétude. « Jamais » dirent Emily et Michael simultanément, leur voix si certaine que les deux enfants se détendirent visiblement. « Mais comment le savez-vous ?» insista David. Emily regarda Michael, voyant dans ses yeux la même pensée qui était dans son propre esprit. Comment expliquer à des enfants que certaines histoires d'amour étaient écrites à l'encre indélébile? « Parce que, dit prudemment Michael, ta mère et moi sommes les meilleurs amis du monde. Nous aimons passer du temps ensemble, nous nous aidons. Et nous nous aimons plus chaque jour au lieu de moins. En plus, ajouta Emily, nous nous sommes fait une promesse. Et nous sommes le genre de personnes qui tiennent leurs promesses. » « Quel genre de promesse ?»
demanda Sarah. Nous nous sommes promis de nous choisir chaque jour, dit Emily. Même quand les choses sont difficiles, même quand nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose. Nous choisissons de régler ça ensemble au lieu d'abandonner. Comme quand papa brûle les pancakes, demanda David, se souvenant du désastre du petit déjeuner du dimanche précédent. Exactement comme ça, rit Michael. Maman aurait pu se fâcher, mais au lieu de ça, elle m'a aidé à en faire de nouveau. Et quand maman était triste parce que tante Margaret est morte, papa l'a tenue et l'a fait se sentir mieux, ajouta Sarah. Sa sagesse de 3 ans les surprenant tous. C'est vrai, ma puce, dit Emily. La gorge nouée d'émotion, c'est ce que font les gens quand ils s'aiment. Ils s'aident à traverser les moments tristes et célèbrent ensemble pendant les moments heureux. Après le dîner, alors qu'ils passaient par la routine familière des bains, des histoires et des baisers du coucher, Emily se surprit à réfléchir au voyage qui les avait menés à ce moment. Il y a 5 ans, elle était une adolescente terrifiée, forcée de se marier avec un étranger. Maintenant, elle avait 24 ans, confiante, aimée. Et mère de 2 enfants extraordinaires avec l'homme de ses rêves. Maman, dit David alors qu'Emily le bordait dans son lit de voiture de course. Raconte-moi l'histoire de comment toi et papa vous êtes rencontrés. C'était devenu leur histoire préférée pour le coucher. Bien qu'Emily l'ait toujours adapté pour de jeunes oreilles. Eh bien, commença-t-elle en s'installant à côté de lui sur le lit étroit. Il était une fois un homme très seul qui vivait dans une haute tour dans la ville, comme un prince, appela Sarah depuis sa chambre voisine, comme un prince. Acquiesça Emily. Et il y avait une fille qui se sentait très seule au monde parce qu'elle avait perdu sa famille. Mais ensuite, ils se sont trouvés, continua David, connaissant l'histoire par cœur. Ils se sont trouvés, confirma Emily. Et au début, ils avaient tous les deux peur parce qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient à nouveau faire confiance à leur cœur. Mais lentement, jour après jour, ils ont découvert qu'ils étaient faits pour être ensemble. Et puis ils nous ont eu. La voix de Sarah était pleine de joie. La plus belle partie de l'histoire, dit Emily. Le cœur plein. Ils ont eu 2 enfants merveilleux qui ont complété leur famille. Après que les enfants se furent enfin endormis, Emily trouva Michael dans leur chambre, regardant des albums photos des 5 dernières années. Toute leur vie y était documentée. Les premiers pas de David, le premier mot de Sarah, qui avait été papa. Au grand plaisir de Michael. Des vacances en famille, des matins de Noël. Des mardis après-midi ordinaires qui avaient été rendus extraordinaires par l'amour. Tu te souviens de ça, dit Michael, montrant une photo d'Emily à la première fête d'anniversaire de David. Elle riait de quelque chose hors champ, ses cheveux pris par le vent. David étalant du gâteau sur tout son visage dans ses bras. Je me souviens de tout, dit Emily en s'installant à côté de lui sur leur lit. Chaque moment des 5 dernières années était un cadeau. Même les nuits blanches quand les enfants étaient bébés, surtout celle-là, dit Emily. Il y avait quelque chose de magique à être debout à 3 heures du matin avec toi. Tous les deux épuisés mais si heureux, comme si nous étions les seules personnes au monde. Michael mit l'album photo de côté et attira Emily dans ses bras. De la même manière qu'il l'avait fait lors de leur nuit de noces quand elle avait eu si peur. Maintenant, elle se fondit dans son étreinte sans hésitation, chez elle, à l'endroit où elle avait toujours appartenu. Le regrettes-tu parfois, demanda doucement Michael, de m'avoir épousé au lieu d'avoir une cour normale? Un mariage normal, un choix en la matière? Emily se recula pour le regarder, surprise par la question. Michael Thompson. Comment peux-tu me demander ça après 5 ans? Parce que parfois je te regarde et je pense à toutes les choses que tu as manquées. Les rendez-vous, tomber amoureux progressivement, choisir ton propre mari. J'ai choisi mon propre mari, l'interrompit fermement Emily. Peut-être pas au début. Mais chaque jour depuis, je t'ai choisi. Quand j'ai choisi de te faire confiance lors de notre nuit de noces. Quand j'ai choisi de t'ouvrir mon cœur, quand j'ai choisi de construire cette vie avec toi. C'étaient tous mes choix. Mais si tu pouvais revenir en arrière et faire les choses différemment, je ne changerais pas une seule chose, dit Emily avec une conviction absolue. Michael, si j'avais eu une cour normale avec un homme normal, je n'aurais jamais eu David et Sarah. Je n'aurais jamais appris que les plus grandes histoires d'amour ne sont pas toujours celles qui commencent par le choix. Parfois, ce sont celles qui commencent par la foi. Les yeux de Michael brillaient de larmes non versées. Je t'aime tellement. Emily, plus maintenant que le jour de notre mariage, plus qu'hier. Mais pas autant que je t'aimerai demain. Promets-moi quelque chose, dit Emily, faisant écho aux paroles qu'il lui avait dites lors de leur nuit de noces. N'importe quoi. Promets-moi que nous continuerons à nous choisir. Quand nous serons vieux et grisonnants, quand les enfants seront grands et partis, quand ce ne sera plus que nous, promets-moi que nous nous choisirons encore chaque jour. Je te le promets, dit solennellement Michael, pour toujours et à jamais. Emily Thompson. Tu es coincée avec moi. Bien, dit Emily en se réinstallant dans ses bras. Parce que j'ai des projets pour nous, des petits-enfants. NTS à gâter, des anniversaires à célébrer, des aventures à vivre, 50 autres années à nous choisir. Seulement 50, la taquina Michael. D'accord, pour toujours, rit Emily.
je te choisis pour toujours, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité de leur chambre. Émilie écoutait les bruits de leur maison, David parlant à ses peluches, Sarah chantant pour s'endormir, le lave-vaisselle tournant dans la cuisine, le doux tic-tac de l'horloge grand-père que Michael avait hérité de ses parents. C'étaient les bruits d'une vie bien vécue, d'une famille construite sur un fondement d'amour inattendu qui s'était renforcé chaque jour. Émilie pensa à ses parents. À quel point ils seraient fiers de la femme qu'elle était devenue et de la famille qu'elle avait créée. Elle pensa à tante Margaret, qui, à sa manière imparfaite, lui avait fait le plus grand cadeau de tous en choisissant Michael comme mari. Elle pensa à toutes les nuits solitaires et aux jours de peur qu'il avait menés à ce moment. « Merci, murmura-t-elle dans l'obscurité. « Pourquoi ?» demanda Michael, somnolent. « De m'avoir vu, de m'avoir choisi, de m'avoir aimé assez pour attendre que je t'aime en retour. »« Merci à toi, répondit Michael, de m'avoir sauvé d'une vie sans but, de m'avoir donné une famille, de faire de moi l'homme le plus chanceux du monde. » À l'extérieur de leur fenêtre, Chicago scintillait au loin, la ville où ils s'étaient rencontrés. Mariés étaient tombés amoureux, mais Emily n'avait plus besoin des lumières vives et des possibilités infinies de la ville. Tout ce dont elle avait besoin était ici, dans cette maison de banlieue, dans ce lit. Dans les bras de cet homme. Il y a 5 ans, Emily Thompson avait remonté une allée vers un avenir incertain avec un étranger. Ce soir, Emily Thompson s'endormait dans les bras de son meilleur ami, le père de ses enfants et le grand amour de sa vie. Parfois, les plus beaux voyages commencent par un simple pas dans l'inconnu. Parfois, les plus grandes histoires d'amour commencent par les mots « oui, je le veux », prononcés avec foi plutôt que certitude. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, la vie que vous n'aviez jamais planifiée s'avère être exactement celle que vous étiez destiné à vivre. Emily sourit alors que le sommeil la gagnait. Les bras de Michael autour d'elle et les bruits de la respiration de leurs enfants venant du bout du couloir. Demain apporterait de nouvelles aventures, de nouveaux défis, de nouvelles joies, mais ce soir, elle était exactement là où elle devait être. En 5 ans, ils avaient bâti plus qu'un mariage. Ils avaient bâti un héritage d'amour qui durait des générations. Et tout a commencé avec une jeune fille effrayée qui a choisi de faire confiance à un homme seul, qui a choisi d'être digne de cette confiance.